Bien, allez, on va le faire. On va le faire en faisant le tour de table. Monsieur Defieux est présent. Madame Salin est présente. Monsieur Gasteuil est présent. Madame Enras est présente. Monsieur Pourriac est présent. Madame Bouter également. Monsieur Barrault discute avec la dame qui est à côté, mais est présent. Nathalie Roussel est présente. Benjamin aussi. Jean-Louis Renouillot présent. Étienne Marty. Voilà. Patrice Mariac est présent. Le seul absent de la soirée, ça serait plus facile comme ça, c'est Étienne Jean. Et après ça, moi je ne savais pas trop. Michel Lalande, Fabrice, Françoise, voilà, Sylvie, Dominique, Patrice, Sébastien, je vais plus vite. Sandrine, Natacha qui se cache toujours, je ne sais pas pourquoi, mais Marie, Julie, Nathalie, Catherine et Mélisse qu'on a plaisir de retrouver parmi nous aussi après une période d'absence. Bienvenue à toi Mélisse, très heureux de te retrouver. Après avoir fait l'appel des élus, on va désigner Julie comme étant toujours la plus jeune pour être secrétaire de séance. Personne ne s'opposera. Et il s'agissait d'approuver le dernier compte rendu du dernier conseil municipal, qui était celui du 8 octobre. Alors, je ne sais pas si vous avez eu le temps de consulter, mais est-ce que vous avez des observations sur ce compte rendu? Vous êtes toujours attaché à ce qu'il soit adopté en l'état. Il n'y a pas d'opposition, d'abstention, donc on considère qu'il est adopté. Je vais vous dire juste quelques mots d'introduction, en disant le plaisir de nous retrouver, de saisir ce temps de conseil municipal pour partager une quinzaine de délibérations qui sont sur la vie de notre commune. Souhaiter une bienvenue particulière aux Canéjanaises et Canéjanais qui nous suivent sur YouTube aussi, qui me permet de remercier Swan qui est à l'étage et qui suit toute la technique nécessaire à cette communication-là. Bienvenue à la bergerie, qu'on connaît pour d'autres usages plus festifs, mais bon, ça fait quelque temps après l'installation du conseil municipal qu'on s'y retrouve pour des choses importantes aussi. Vous avez, je pense, suivi des annonces du président de la République hier soir et celles qui ont suivi aujourd'hui aussi de la part du Premier ministre. Vous savez qu'il y a trois temps, le 28 novembre, le 15 décembre et le 20 janvier. On est toujours dans un temps de confinement au 28 novembre, mais on retrouve des commerces et services ouverts, la bibliothèque, le lieu de culte également, dans la limite de 30 personnes pour fréquenter notre petite église suffit aux 30 personnes, il n'y a pas de problème. Les promenades activités physiques voient leur rayon élargi à 20 km et une durée de 3 heures. Et les activités extrascolaires en plein air sont ouvertes. Et le système des attestations doit être maintenu. Voilà, à partir du 15 décembre, il y a d'autres évolutions qui nous amènent vers les cinémas, les musées et les théâtres. Et je pense qu'on est assez impatient de cela, mais il faut atteindre les objectifs sanitaires qui sont proposés. Et il y aura une levée du confinement, mais un couvre-feu, ce qui est assez innovant pour notre territoire, de 21h à 7h. Alors, les gendarmes feront leur tournée habituelle, mais je ne pense pas qu'il y ait d'inquiétude particulière pour ça. Et autre temps, après, c'est le 20 janvier, pour aller au restaurant, faire vivre nos restaurants et passer de bons moments aussi. Des clubs de sport, de finesse. Dans ce temps-là qui est contraint, on voit bien que c'est un plan qui est entouré de beaucoup de prudence et que c'est très bien comme ça. Moi, j'ai pointé quelques inquiétudes au-delà de cet aspect sanitaire qui est sur le projet de loi de finances. Ça intéresse Laurent. On est dans un temps d'un marathon budgétaire qui appartient aux parlementaires. Il y a une baisse attendue de l'impact des impôts de production donc sur la CFE, la CVAE, qui sont très liés à l'activité économique et on sait qu'elle est à la baisse. On sait qu'il y a une suppression de la taxe d'habitation pour les 20% des ménages
les plus aisés qui interviendra en 2021. Tout ça traduit une remise en cause de l'autonomie financière des collectivités, une dépendance vis-à-vis des dotations que nous accorde l'État. Je l'ai déjà évoqué, je le confirme, une suppression des cérémonies des vœux habituelles, donc suppression des vœux aux forces vives, aux entreprises, qui sont organisées par la communauté de communes. On essaiera de compenser par une vidéo qu'on mettra dans la diffusion pour se souhaiter quand même la bonne année. Les vœux aux agents seront effectivement là aussi supprimés, mais avec un report sur une autre période plus festive, plus ouverte et plus printanière également. Et je voudrais avec vous, parce qu'on en a besoin, c'est partager des bonnes nouvelles. Je ne sais pas si Aurore a le micro, mais Aurore n'a pas le micro, donc je vais le dire tout ça, je vais la garder pour moi, cette bonne nouvelle. C'est l'opération de rénovation énergétique, puisque le Conseil régional a confirmé son engagement de 270 000 € de soutien à l'équipement pour l'isolation des maisons. Vous vous souvenez qu'on avait pris un engagement et qu'il y avait de 70 maisons qui étaient... Elle veut le dire. En fait, pour la rénovation, ce qui est important, c'est la rénovation groupée. Il faudrait qu'on ait le micro. C'est surtout l'obtention du label BBC Réno. Donc, il y a une trentaine de maisons concernées. Attends un peu. La bonne nouvelle, là, il faut la déguster, tu sais, là, vraiment, là, doucement. Enlève le masque parce que ça... Là, c'est bon? Oui, c'est mieux. Donc la convention entre la région et Arte a été signée et ça nous permet de poursuivre notre opération de rénovation de maisons individuelles groupées qui a démarré avec des audits énergétiques pour une 50aine de maisons. Et là, on va poursuivre en phase travaux avec une 30aine de maisons qui vont être rénovées au label BBC Réno et qui va permettre effectivement aux participants de se voir attribuer une subvention de 5 000 € par maison rénovée, plus des frais de maîtrise d'œuvre à hauteur de 70% remboursés. Voilà. C'est une très bonne nouvelle. Et ça correspond effectivement à un montant à peu près de 260 000 €. Puisque tu as le micro et que tu es préposé aux bonnes nouvelles, parle un peu de l'avancée de la recyclerie, là. Alors, la communauté de communes va déposer un dossier auprès de l'ADEME et une étude va être lancée pour l'installation d'une recyclerie sur notre territoire Jalloux-Bourdes. Et donc, on devrait contractualiser... On a choisi le bureau d'études. Voilà, on devrait contractualiser prochainement avec un bureau d'études pour cette étude. Voilà, puisque tu gardes la main aussi sur la semaine de réduction des déchets. Là, je voulais adresser mes félicitations aux collègues qui ont commencé à ramasser l'après de la briqueterie. Enfin, aux étangs de la briqueterie, oui, on a positionné une benne, effectivement, et on va ramasser sur des temps différents toute la semaine les déchets qui se trouvent sur cet espace-là, puisque c'est un espace qui va être... ouvert prochainement, qui a vu l'installation d'un ponton et de tables de pique-nique. Donc l'idée, c'est d'offrir un lieu propre et on a vu les photos, vu Dominique avec les sacs, avec la pince, avec les gants. Donc on a respecté tous les gestes barrières, le kilomètre qui va bien, voilà. L'attestation. On a les attestations, on a tout. Maintenant 20 km. 20 km, on va pouvoir étendre notre capacité à collecter les déchets sur un périmètre beaucoup plus large. Voilà. On va pouvoir faire un peu plus le tour de l'étang. Voilà, tout ça, c'est quand même de bonnes nouvelles, de bons engagements qui concernent notre commune. Moi, j'en avais un autre à vous proposer, c'est celui qui fait l'objet d'un petit cadeau, d'un petit présent, qui sont les masques noirs que vous avez, mais il y a un petit lacet bleu, blanc, rouge. Et je soulignais ça parce que c'était la production d'une maison de couture locale, Nathalie, Estève et fille, qui est au départ sur un métier de création de robes de mariée, et autres éléments de mode, et là qui se reconvertit provisoirement sur l'élaboration des masques avec un showroom qui a lieu, qui est installé à Gradignan. Donc on a passé commande de ces éléments-là et on participe au soutien de cette entreprise comme d'autres. Laurent, tu veux ajouter quelque chose ? Monsieur le maire, vous avez parlé des bonnes nouvelles pour la MPE aussi, pour la maison de la petite enfance. Ça, j'attendais un petit peu plus tard pour que tu le fasses, mais on peut le faire maintenant, d'accord ? Allez, vas-y.
Donc, concernant la maison de la petite enfance, il y a 3 subventions qui nous ont été allouées, qui ramènent le projet de 2 millions d'euros avec des subventions à hauteur de 664 000 euros. C'est intéressant. Il y a la préfecture, l'État, avec le DESIL ou le FSIL à hauteur de 273 000 euros, la CAF avec 380 000 euros et le département avec 11 160 euros. Donc ce sont encore de bonnes nouvelles qui atténuent largement en complément, comme disait Monsieur le maire la semaine dernière, de l'emprunt qu'on contracte pour cette opération à hauteur de 800 000 euros auprès de la Banque Postale. On a une opération qui financièrement devient intéressante. Voilà, on va donner le micro à Nathalie parce qu'elle a une autre bonne nouvelle qu'elle a distribuée tout à l'heure et qui va nous dire à quoi ça correspond cette bonne nouvelle. Le t-shirt qui est le nôtre avec votre prénom quand vous perdrez derrière. C'était Noël avant l'heure puisque je vous ai distribué les t-shirts qu'on avait commandés dans le cadre de la marche qu'on fera j'espère très bientôt. On avait prévu une marche collective à l'issue. Il faut dire qu'on avait prévu une marche collective. Voilà, on avait prévu une marche collective. Bon, il y a certains qui sont passés à la trappe, comme Étienne et Francis, mais bon, je vais essayer de vous en faire un quand même, ça serait sympa. Si un jour on voulait faire une photo, ça pourrait être plutôt cool. Voilà. Donc, faites-en bon usage, allez marcher dans les bois de ce beau temps-là. Voilà, ça en est fini pour les bonnes nouvelles et on peut rentrer dans les points à l'ordre du jour. Et on va commencer par si vous le voulez bien, par les rapports annuels sur le prix et la qualité du service de l'eau pour l'année 2019 et celui sur l'assainissement pour la même année. Alors, je ne sais pas si Denis veut dire quelques mots d'introduction. Oui, bien sûr. Bonsoir Monsieur le maire, bonsoir à tous. Donc, pour des raisons réglementaires, chaque année, le conseil municipal est amené à prendre connaissance de deux rapports annuels sur le prix et la qualité du service public lié à l'eau potable et à l'assainissement. Donc ces deux rapports ont été rédigés par la société ICAR, le cabinet conseil qui nous accompagne sur les questions d'eau et d'assainissement. Et son représentant, M. Dominique Salin, est ici présent. Et il va nous faire une présentation rapide de ces deux rapports, à l'issue desquels vous pourrez poser vos questions si vous en avez. Et on terminera par les deux délibérations, on ne pourra en faire qu'une, juste pour prendre acte donc, de cette présentation et de ces rapports, qui seront par la suite disponibles aux services techniques pour l'année qui arrive. Et sur le site Eau-France. Voilà, M. Salin, je vous remercie de votre présence et je vous laisse la parole. Bonsoir à tous, ça va ? Donc, je vais commencer par le rapport sur l'eau potable. Je vous rappelle que c'est un rapport qui concerne l'année 2019. Il y a toujours un décalage assez important. Le temps de récupérer toutes les données, de les traiter, de les analyser. Cette année, en plus, avec le Covid, ça n'a pas été plus simple. Donc, on est un petit peu en retard dans l'année. L'année prochaine, on essaiera de se recaler un petit peu plus près du mois de septembre. Mais c'est toujours, donc, les données sont les données 2019. Donc, vous étonnez pas s'il y a eu des changements en 2020. Ça sera pour l'année prochaine. Donc, une première présentation très rapide. Votre commune a délégué son service d'eau et aussi d'assainissement à la société Suez. C'est un contrat dit d'affermage, débuté au 1er janvier 2016 pour 12 ans. Donc, dans ce contrat, le délégataire doit s'occuper de la maintenance, de la facturation, de l'entretien, du fonctionnement, du nettoyage, etc. Et la collectivité garde dans ses compétences les investissements et les renouvellements lourds, dont les ouvrages de canalisation ou les ouvrages en béton si nécessaire. Au niveau des abonnés, 3 abonnés de moins cette année. Alors, c'est pas qu'il y ait eu 3 personnes de parties, c'est qu'il y en a qui sont partis, qui sont revenus. La balance fait qu'il y en a 3 de moins par rapport à l'année dernière. Un total de 2504 abonnés. Vous avez la représentation ici entre les différentes catégories, les particuliers, les collectivités, les professionnels. Alors c'est un peu compliqué. On a un délégataire qui a un logiciel de traitement des clientèles qui varie tous les ans. Donc tous les ans, ils nous ressortent des chiffres et on retrouve des choses différentes. Donc vous inquiétez pas si par exemple, il y avait 120 industriels l'année dernière et 131 cette année. Ça ne veut absolument pas dire qu'il y en a eu 11 de plus. C'est qu'ils ont repéré qu'il y avait cette année 131
clients professionnels. C'est un petit peu compliqué avec eux, c'est pas la seule chose, on a quelques soucis, mais là c'est très très compliqué. En fait, on n'arrive jamais à savoir les chiffres. Donc le chiffre global est bon, le reste, je vous le garantis pas. Les ressources en eau, vous avez 2 forages profonds, environ une centaine de mètres, qui prélèvent l'eau dans une nappe qui s'appelle l'Oligocène. Donc c'est une nappe qui est relativement bien protégée, suffisamment profonde, qui par contre a une particularité d'avoir par endroit du fer. C'est le cas sur le forage de la Houze, alors que sur Rouillac, il n'y en a pas. Et puis souvent un petit peu d'ammoniac ou du manganèse. Pas de problème particulier sur ces forages, tout ça va bien. Il existe aussi une interconnexion avec Bordeaux Métropole, en sachant que cette interconnexion a été mise en place en cas de problème ou de secours. En réalité, elle n'a jamais fonctionné depuis des années et des années. Et donc, pour l'instant, ça reste un secours. C'est toujours mieux d'avoir une capacité de pouvoir, s'il y a vraiment une grosse panne sur vos 2 forages, de pouvoir avoir de l'eau, c'est quand même pas mal. Donc, elle se situe à côté du forage de Rouillac. La production, donc l'ensemble des 2 forages ont produit 344 000 m3 en 2019. C'est quasiment la même chose que l'année 2018, 349. Là, on est en train de discuter de pas grand-chose. Donc à peu près la même chose. Par contre, la répartition, si on regarde entre... Alors, j'arrive pas à récupérer ma souris, je sais pas, oui, bon, je vais faire comme ça. Si on regarde ici, entre la Houze et Rouillac, on voit qu'en fait, la production sur la Houze a augmenté par rapport à celle de Rouillac. C'était une volonté. L'eau qui est sur la Houze est traitée avec une déferrisation et donc on a la sortie de la station une eau de meilleure qualité que celle qui est sur Rouillac. Et donc pour éviter un certain nombre de problèmes dont vous êtes au courant, dont notamment les problèmes des chlorites, on a décidé de pouvoir prélever plus sur le forage qui était de meilleure qualité que sur l'autre. La production d'eau, donc c'est ce qu'on revoit. Cette année, vous êtes à 66% sur la Houze, 34% sur Rouillac. Les années d'avant, on était quasiment à 50-50. Bon, ça ne change pas grand-chose, c'est la même eau. Simplement, elle est un peu moins bonne qualité sur Rouillac, ou plutôt le traitement complémentaire sur la Houze la rend de meilleure qualité. Au niveau des consommations, qu'est-ce que l'on peut voir? Donc là, en fait, la présentation, c'est la capacité théorique de vos forages par rapport à la capacité d'utilisation. Le chiffre qui est important, c'est celui qui est entouré en rouge, c'est qu'actuellement, vous utilisez 45% des capacités de vos forages. Ça veut donc dire que vous êtes à moins de 50%, donc en gros, un seul des 2 forages pourrait suffire. Alors, ce n'est pas le but, les 2 forages vont continuer à fonctionner, mais ça veut dire que vous êtes très confortable au niveau du risque ou de la qualité. Vous n'avez pas de problème d'approvisionnement en eau. Vous pouvez augmenter assez largement le nombre d'abonnés sur ces 2 forages. Et surtout, c'est que s'il y en a vraiment un qui tombe en panne, en fait, le deuxième est capable d'assumer la relève. Alors pas tout à fait, ça l'assure en moyenne sur l'année. Ça sera un petit peu compliqué pour passer les périodes de pointe, là où tout le monde consomme en même temps. Là, effectivement, ça sera un peu plus compliqué. Donc ça veut dire que vous avez un service qui est très confortable. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de services d'eau potable en Gironde et même en France, où il y a une seule ressource. Et donc si la ressource tombe en panne, ils n'ont plus d'eau. Vous, ce n'est pas votre cas. Donc plutôt bien. Au niveau des volumes, qu'est-ce qu'on peut regarder? On peut voir qu'un abonné consomme en pointe, donc vraiment quand on est en été, aux environs de 500 litres par jour et par abonné. Ce n'est pas par personne, c'est par abonné. Le réseau, donc ici vous avez le réseau, on voit les stations, Rouillac, la Houze, et en fait l'ensemble de ce réseau émaillé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de séparation entre l'eau qui vient de Rouillac ou l'eau qui vient de la Houze. Simplement, l'eau qui vient de la Houze se diffuse quand Rouillac est arrêté, et puis quand la Houze est arrêtée, c'est l'eau de Rouillac qui part dans les canalisations, ce qui peut provoquer, comme ce n'est pas tout à fait la même qualité d'eau, de temps en temps des changements de goût, des changements de qualité au niveau de vos robinets. C'est à peu près c'est la même nappe, mais il peut y avoir des petites différences. Et l'ensemble du réseau fonctionne avec des pompes, ce qui vous permet, comme vous avez un territoire qui est quand même pas très pentu, d'avoir une pression tout à fait satisfaisante sur l'ensemble du territoire. Pas de problème de pression a priori. Si vous en avez, il faut le signaler, parce que c'est un petit peu étonnant. Normalement, vous ne devriez pas en avoir. Donc s'il y a des problèmes de pression, ça veut dire qu'il peut y avoir une vanne qui est fermée ou autre chose, une canalisation qui est bouchée ou des choses comme ça. Le réseau, 42 km de réseau, un certain nombre d'interventions qui ont été faites par l'exploitant.
Et dont notamment une chose que l'on a constatée depuis des années, c'est l'augmentation des fuites sur les branchements. Et donc, dont une des raisons principales est l'utilisation du bioxyde de chlore, qui malheureusement est un très très bon désinfectant, mais qui a la malencontreuse idée d'attaquer légèrement les canalisations PEHD anciennes. Et donc on constate cette augmentation de fuite sur les branchements. C'est pas terrible, hein. Vous prenez vos collègues qui sont juste à côté à Léognan, ils sont à plus de 250 fuites sur les branchements par an. Eux, par contre, c'est très compliqué parce qu'ils ont en plus de l'eau chaude, ce qui favorise encore moins. Au niveau des compteurs, vous avez des compteurs qui sont relativement récents. Pourquoi ? Parce qu'en fait, en 2008, vous avez changé la totalité de vos compteurs, ou quasiment la totalité de vos compteurs, pour pouvoir mettre en place de la télérelève. Et donc maintenant, c'est que des renouvellements de temps en temps. Donc vous avez des compteurs qui ont moins de 10 ans. Plus un compteur est vieux, moins bien il compte. Donc un compteur qui, en moyenne, va avoir 10 ans, c'est quelque chose qui est tout à fait correct. La réglementation impose que quand un compteur arrive au-delà de 15 ans, on est obligé de le changer. Donc ça veut dire que qu'on va arriver aux 15 ans après 2008. Donc 2023, là, il va falloir commencer à changer une grosse partie de vos compteurs. L'augmentation des fuites, donc je vous en ai parlé. Alors ça se traduit comment ? Ça se traduit par des opérations de travaux qui ont été faites notamment cette année. Ça, c'est l'allée du Petit Arcachon. Et ça, c'est les fuites qu'on a constatées sur ce secteur-là depuis 3 ans. Et donc effectivement, c'est un secteur alors qui est particulier, c'est que les qualités des tuyaux qui sont utilisés pour les branchements sont malheureusement dans la catégorie des tuyaux qui ne sont pas bons. Et donc comme il y avait des fuites partout, la collectivité a dit on arrête de faire des fuites, ce n'est pas le but du jeu, donc on change. Au niveau de la clientèle, quelques éléments. Donc, le nombre de contacts, sur 2500 abonnés, il y a eu 1100 contacts entre la clientèle et le délégataire. Donc, ça fait pratiquement 1 sur 2. Alors, est-ce que c'est très embêtant ? Non, ce n'est pas très embêtant parce qu'en fait, la plupart des contacts que vous avez, c'est des contacts pour avoir juste un renseignement. C'est quand même compté comme un contact. Là-dessus, on regarde ce qu'il y a comme réclamations. Les réclamations, il y a eu 19 réclamations écrites. Écrites, c'est par mail ou par courrier, ce qui fait que vous avez un taux de réclamation qui est relativement bas. 19 réclamations sur 2500 abonnés, c'est pas très fort. Taux d'abonnés mensualisés au-dessus de 61, presque 62%, ça c'est plutôt favorable. Plus on est mensualisé, plus les gens ont de facilité à payer leurs factures, donc c'est mieux. Le montant des impayés, 2879, le taux d'impayé 0,7%, c'est-à-dire qu'il y a 0,7% des gens qui ne payent pas, soit parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer, soit parce qu'ils sont en retard ou qu'ils ne veulent pas payer. La moyenne nationale est à 2,21, ce qui veut dire que vous êtes dans la très très fort au niveau des impayés, ou que les gens de Canéjan payent très bien leurs factures, on peut plutôt le dire comme ça. Créanciers recouvrables, alors cette année, il y a eu une augmentation absolument phénoménale des créanciers recouvrables. Donc c'est les créanciers recouvrables, c'est celles qui, après avoir fait des recours pendant des années, le délégataire a dit, là on abandonne, on n'arrivera pas à les récupérer. Alors simplement, il faut savoir que cette année, Suez, au niveau national, a décidé d'apurer les comptes. Et donc ils ont mis en irrécouvrable tout ce qui traînait depuis des années. Donc on redémarre. Donc effectivement, cette année, on a une forte hausse. On peut penser que l'année prochaine, on retombera sur des chiffres plus raisonnables. Au niveau des contacts principaux, quelles sont les raisons principales des contacts ? Eh bien, c'est principalement sur la relève et la facturation. C'est là que ça se passe. Généralement, c'est là où vous commencez à vous préoccuper. C'est quand on vous envoie une facture, vous dites non, c'est pas le bon montant, c'est pas le bon volume, c'est pas la bonne personne. Donc c'est surtout là-dessus. En termes de demande ou de demandes pour de la qualité d'eau, il y en a extrêmement peu, ce qui montre qu'apparemment, les gens trouvent que la qualité de l'eau sur votre commune est correcte. Taux de réclamation, 7,9 pour 1000 abonnés. Alors on le verra, c'est plutôt élevé par rapport à la moyenne française, mais c'est lié à la manière de compter de votre délégataire. Certains délégataires, donc je vais les citer, notamment Veolia, quand il y a une réclamation, s'ils arrivent à traiter la réclamation, ils éliminent la réclamation de leur compte. Donc il n'y a plus de réclamation. Donc effectivement, ils ont des taux qui sont proches de zéro parce qu'ils arrivent à répondre. Suez est un petit peu plus honnête, si on peut dire là-dessus, c'est-à-dire que quand il y a une réclamation, ils notent la réclamation et ils ont même tendance à noter des simples demandes de renseignements où ils n'arrivent pas à aboutir immédiatement à fournir le renseignement, ils considèrent que c'est une réclamation. Donc en fait, ils surestiment les réclamations, les autres sous-estiment. Donc on fait une moyenne nationale, ils sont plutôt
élevé. Je ne sais pas entre les deux qui c'est qui a raison. Hein. Je ne sais pas quel est le mode de calcul le plus juste. Là, malheureusement, les règles n'ont pas été correctement définies, donc on ne sait pas. Ce qui est plus important, c'est surtout voir l'évolution. Et ce qu'on constate, c'est qu'en fait, ça reste toujours à peu près la même chose d'année en année, avec le même mode de comptage. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de dégradation visible au niveau du service aux abonnés. Les ressources en eau, 100% de conformité sur l'aspect bactériologique, 100% sur l'aspect physico-chimique. Pour faire ça, c'est l'ARS qui s'occupe de ça. Elle prélève donc entre 18 et 20 analyses par an, et il y a une 60aine de paramètres qui sont mesurés. Donc pas de problème. Pas de nitrate, pas de pesticides, et il y a eu, donc ça ne compte pas dans la conformité, ce sont des paramètres qu'on considère qui sont moins dangereux. Il y a encore eu des dépassements sur les chlorites, donc qui sont dus au traitement par le bioxyde, et sur l'ammonium. Donc l'ammonium, ça c'est l'ammoniac, hein, qui est présent dans la nappe. Donc en fait, il y a eu des dépassements, mais on ne sait pas faire autrement parce que c'est présent dans la nappe, à des taux qui restent quand même relativement faibles. Donc c'est considéré quand même comme de l'eau potable sans problème. Performance du service, donc là vous avez les volumes qui sont produits et consommés, donc 341 000 m3 produits et 282 vendus aux abonnés. La différence entre les deux, c'est une partie des fuites, une partie de l'utilisation pour faire des nettoyages, pour rincer les canalisations, pour le service. Et donc on arrive avec ça à un rendement de 85,3%. Qui n'est pas extraordinaire, mais qui reste quand même dans la bonne moyenne de ce qu'il faut. On le verra juste sur le graphique après. En fait, il y a deux normes qui existent, une qui est à 65, une qui est à 85, et donc c'est un peu bizarre. Si vous avez plus que 85%, on vous dit la norme, c'est 85, et si vous êtes entre 65 et 85, on vous dit la norme, c'est 65. Donc en gros, vous seriez à 84, on dirait, mais vous êtes très très au-dessus de la norme de 65. Là, vous êtes à 85,3, vous êtes juste au-dessus de la norme de 85. C'est pas moi qui fais les réglementations, c'est pas le plus simple. Hein. Et donc, qu'est-ce qu'on constate? C'est que cette année, vous avez eu aux environs de 50 000 m3 d'eau considérée comme des pertes. Je continue. Toc. Donc, le rendement, c'est ce que vous avez ici, les deux seuils, et on voit que vous êtes toujours depuis des années à peu près à la même valeur. Là, c'était remonté un petit peu en 2018, ça redescend un petit peu en 2019. Le délégataire dispose pour essayer... Le délégataire dispose pour essayer de réduire ces fuites d'un certain nombre de systèmes, dont des compteurs spécifiques qui sont mis sur le réseau et qui lui permettent de savoir quand est-ce qu'il y a des fuites trop importantes sur certains secteurs. C'est ce qu'on appelle de la sectorisation. Et donc on est en train de travailler dessus parce qu'il y a certains endroits sur votre commune qui visiblement, il y a des fuites plus importantes que sur d'autres. Il y a des secteurs où il n'y a quasiment pas de fuite, ça ne sert à rien d'aller les chercher parce qu'on ne les trouvera pas. Il y a quelques secteurs où par contre, par rapport à la longueur du réseau, il y a beaucoup plus de fuites, et donc c'est là-dessus que vont se concentrer les recherches complémentaires. Un autre indice qu'on utilise, c'est l'indice linéaire de perte, c'est le nombre de litres perdus par jour et par kilomètre. Et donc là, on voit, c'est le graphique que vous avez en bas, que vous avez quand même quelque chose qui est relativement stable, qui ne bouge pas beaucoup, aux alentours de 3, ce qui n'est pas si mal pour le type de configuration de votre réseau. Au niveau du département, on a l'obligation de présenter un graphique qui s'appelle le SAGE nappe profonde, donc c'est une obligation. Et ce SAGE divise les secteurs, les réseaux en 4 catégories, pertes faibles, modérées, élevées et très élevées. Et vous, depuis des années, vous restez dans les pertes faibles, donc vous êtes dans les bons éléments par rapport à ce SAGE. On va parler un petit peu finance. Donc au niveau finance, la part collectivité n'a pas augmenté entre 2019 et 2020. La part de l'exploitant a légèrement augmenté. Qu'est-ce que c'est? C'est le contrat qui prévoit ça. C'est en gros, ça suit pas tout à fait, mais ça suit en gros l'évolution du cours de la vie. Alors quand je dis pas tout à fait, c'est en fait, il y a notamment l'électricité qui est pris un petit peu plus en compte parce que c'est ce qui sert à agir sur les pompes. Vous avez ensuite des redevances de l'agence de l'eau. Et là, bonne nouvelle, pour la première fois, l'agence de l'eau baisse ses redevances. Donc, après avoir augmenté pendant des années et des années avec des taux relativement élevés, là, cette année, ça a sérieusement baissé, presque 9%. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, résultat des courses, en fait, l'augmentation du délégataire est partiellement compensée par l'augmentation de l'agence de l'eau. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en 2019, la facture pour une consommation de 120 m3 était de 176, 175,90 €.
et en 2020, 177,52. Donc en fait, il y a 1% d'augmentation du prix de l'eau par an, et vous passez toujours pour une facture de 120 mètres cubes de 1,47 € du mètre cube à 1,48 en 2020. Donc ça reste une toute petite augmentation. Ben, pour une fois, on va peut-être remercier l'agence de l'eau de ne pas avoir augmenté. C'est tellement rare qu'on va en profiter. Alors je ne sais pas les années prochaines ce qu'ils vont faire. Hein. Je ne peux pas vous le dire, on n'a pas encore les chiffres. Au global, ben, ce que l'on voit, c'est que là, vous avez les tarifs en 2017, 2018, 2019, 2020. Donc on voit qu'il y a une petite progression relativement lente. Hein. Il y a eu une baisse assez forte entre 2015 et 2016 lors de la renégociation du contrat, et depuis, ben, ça stabilise. Notamment, ben, l'agence de l'eau arrête d'augmenter, donc ça, les tarifs se stabilisent. Au niveau de la Gironde, vous avez là la représentation de tous les coûts des services en Gironde. Donc là, en Gironde, la moyenne des services, c'est aux environs de 2 €. La différence entre le vert et le vert, ce sont les services qui sont avec une délégation. Les bleus, c'est ceux qui sont en régie. Donc on peut déjà constater que vous êtes ici. Il y a des régies qui sont nettement plus chères que vous et que vous êtes quand même relativement éloigné. Hein, vous êtes à 1,47 € pour 2 €. Donc vous êtes où, pardon, décidément. Vous êtes relativement éloigné de la moyenne. Vous avez donc un prix de l'eau qui vous classe 11e place sur les 90 collectivités qui ont donné leur prix l'année dernière. Alors c'est les prix 2018, hein, donc attention, c'est les prix 2018, mais ça ne change pas beaucoup hein, d'une année à l'autre, sauf voilà. Donc vous avez quelques-uns qui sont moins chers, dont vos voisins. Il y en a d'autres qui sont plus chers, d'autres communes. D'accord. Donc vous voyez, hein, il y en a qui sont à 3,75 hein, quand même hein, du mètre cube. Hein, bon. Alors ça dépend forcément de la taille des choses qu'ils ont à faire. Hein. C'est pas si simple que ça le prix de l'eau. Quelques éléments financiers. Vous avez un compte administratif qui est correctement équilibré, les recettes qui couvrent les dépenses, un peu de trésorerie qui pourrait vous permettre de faire des travaux, notamment, on en a vu, hein, des réhabilitations de réseaux, réparer des fuites, etc. Il n'y a pas du tout d'emprunt sur le service de l'eau. Donc vous avez un service de l'eau où le prix de l'eau actuellement se justifie par rapport à vos besoins. Si par contre vous avez besoin de faire des travaux, là c'est autre chose. Hein. Mais pour l'instant, vous avez un prix de l'eau qui est correct par rapport aux besoins de vos dépenses. Les indicateurs réglementaires pour finir. Donc là, vous avez toute une série d'indicateurs qui sont obligés. Je suis obligé de vous les présenter. Donc comment ça se lit ? Vous avez ici l'année 2018, là l'année 2019 avec les valeurs, et à côté, les valeurs nationales pour 2018. Décidément. Non, eh bien, j'ai perdu, voilà. Donc pour 2018, donc en fait, pourquoi pour 2018 ? C'est que pour faire des statistiques, il faut avoir un peu de recul. Quand vous avez un chiffre qui est en vert au niveau des colonnes, ça veut dire que, c'est pas possible, je ne vais pas y arriver avec ce truc, hein. Ça veut dire que vous êtes meilleur que la moyenne nationale, et quand c'est en rouge, c'est que c'est moins bon. Alors qu'est-ce qu'on constate ? C'est que vous êtes quasiment en vert partout. Les seuls 2 points qui sont en rouge, c'est le taux moyen de renouvellement, c'est-à-dire le nombre de kilomètres de tuyaux que vous renouvelez par an par rapport à votre patrimoine. Donc vous êtes à 0,22 pour une moyenne à 0,24. On va dire que vous êtes juste à la limite de la moyenne. Ça va bien. Le deuxième, c'est le taux de réclamation. Je vous en ai parlé. Hein, c'est que Suez a malheureusement surcompte les réclamations par rapport à d'autres. Donc vous avez un taux, comme votre délégataire est Suez, plus élevé. Mais en fait, pour moi, ce n'est pas catastrophique du tout. Hein, annoncer qu'on a un taux de réclamation de 0, alors qu'en fait, on en a, je trouve que c'est encore moins honnête que dire on est à 7 ou on est à 8. Voilà. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous avez effectivement un service qui est de bonne qualité, meilleure qualité en moyenne que le reste de la France. Pas de gros problèmes, pas de gros soucis là-dessus. Un prix qui est relativement bas. Donc je dirais, tout va bien pour l'instant sur le réseau d'eau potable. J'en ai fini. Ça va. Je ne sais pas si vous avez des questions sur ce document. Je vous en prie. Vous pouvez nous rappeler ce que c'est le périmètre de protection ? Oui. Alors effectivement, le périmètre de protection, c'est une réglementation administrative pour protéger vos forages. L'enjeu, c'est quoi ? C'est d'éviter que quelqu'un puisse venir polluer un forage, notamment soit par des ruissellements, soit par l'introduction de quelque chose à l'intérieur du forage. Et donc ça se traduit par quoi ? Ça se traduit par une procédure administrative où un hydrogéologue est venu constater sur votre forage quels étaient les points de risque et de mettre en face de ça des moyens de protection. Donc les moyens de protection, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez une clôture qui fait plus de 2 mètres autour de l'ensemble de la parcelle. Il est interdit à quiconque de rentrer sur cette parcelle, sauf
l'exploitant pour pouvoir utiliser et exploiter l'eau. Il utilise sur cette parcelle uniquement des traitements mécaniques, il n'y a pas de traitement chimique, il n'introduit pas d'engrais, mais pas de pesticides, rien du tout. Et en plus de ça, tous les capots, tous les accès à l'eau sont protégés par un système d'alarme. Donc si on soulève le capot, si on ouvre quelque chose, à ce moment-là, le délégataire est immédiatement averti et il intervient pour pouvoir voir ce qui s'est passé de façon à éviter que quelqu'un puisse mettre un produit dangereux dans l'eau et puis que derrière, ça se retrouve dans le réseau. Donc c'est une procédure administrative qui a été jusqu'au bout et maintenant ce qu'on fait c'est juste contrôler que ce qui était demandé, donc les clôtures etc., soit bien maintenu en état. Y compris la bâche extérieure qui est ouverte, là, il y a un système de la réserve d'eau qui est à l'extérieur. Il y a un système, mis à part la clôture, il y a un système de flotteurs ou d'éléments mécaniques pour la protection ou pas? Non. Toutes les installations sont dans le périmètre, dans la clôture. Donc dans la clôture, oui, dans la clôture. Mais dans la clôture. La bâche qu'on voit qui est pleine d'eau. Ouais. Oui, alors ça, c'est rien du tout en fait. Ça rentre pas du tout dans le système, c'est un truc qui est complètement isolé. C'était une ancienne bâche qui permettait de faire décanter les eaux de traitement de la déferrisation. Donc vous aviez anciennement sur Rouillac une déferrisation. La déferrisation, le principe, c'est qu'on transforme le ferme en rouille et qu'on bloque la rouille sur du sable. Et puis c'est exactement comme le lavage d'une piscine. Hein. Et ensuite, on lave à contre-courant le filtre et on rejette des eaux qui sont extrêmement concentrées en fer. Donc, c'est des eaux qui sont rouges. Hein. C'est comme vos poteaux là-bas. Hein. Et donc, avant de pouvoir les rejeter dans l'eau bourde, eh bien, en fait, ça passait dans ce bac. Et ce bac, ça permettait de décanter les particules de fer qui tombaient sur le fond et d'avoir en surface de l'eau qui était claire, qui, elle, était rejetée. Donc, ces installations sont arrêtées déjà depuis des années. Et donc, en fait, le bac est effectivement toujours plein d'eau. Mais parce que c'est l'eau de pluie, hein, mais il n'est absolument pas connecté sur votre réseau d'eau potable. Il n'y a pas de connexion entre les deux. On s'est posé la question d'ailleurs avec les différentes personnes qui interviennent, savoir ce qu'on en faisait. Donc pour l'instant, on n'y touche pas trop. On se pose la question, savoir si ça ne peut pas servir éventuellement de défense incendie ou autre chose. Mais ça n'a aucune utilité, aucun fonctionnement et aucun lien. Il n'y a même plus de canalisation entre cette bâche-là et le reste du circuit. Parce que les réserves d'eau donc, qui sont notées dans le rapport, qui permettent de tenir 2 jours, si j'ai bien compris, ou à peu près. Ah, c'est pas celle-là. Hein. Non, c'est pas celle-là, mais elles sont situées où, en fait? Alors, elles sont sur les forages, en fait. Hein. Donc, si vous allez sur le forage de Rouillac, vous avez une grosse bâche. Et si vous allez sur le service, sur la station de la Houze, là, vous avez 2 bâches l'une derrière l'autre. Hein. Vous avez le grand bâtiment que l'on voit depuis l'extérieur. Et derrière ce grand bâtiment, vous avez 2 bâches. Donc, en fait, vous avez 3 bâches en tout qui font le volume. D'accord, merci. Et après, effectivement, on est sur des petits montants différents, mais j'ai un peu de mal à m'y retrouver. Sur les premières pages, vous avez noté des volumes mis en distribution, volumes consommés autorisés. Et on retrouve quelques pages plus loin un autre volume. Voilà, un petit peu différent. Ouais. Alors que sur 2018 ou sur 2017, on pouvait retrouver les mêmes. Oui, alors je vais vous expliquer, c'est qu'en fait, il y a 2 mesures qui sont faites. Il y a une mesure qui est faite au 1er janvier de chaque année. Donc on mesure entre le 1er janvier et le 31 décembre. Ça, c'est ce qu'on appelle les volumes sur l'année civile. Et ensuite, il y a d'autres volumes qui sont notamment liés à la consommation, qui sont faits sur relève. Et donc les volumes sur relève, en fait, c'est ce qui est relevé par le délégataire. Et donc, normalement, il fait une relève aussi au 1er janvier parce qu'il a de la télé-relève. En fait, il a un petit décalage, d'où le petit qui n'est pas très gros. Hein, il y a un tout petit décalage entre les 2 chiffres parce qu'il y a un certain nombre de compteurs de télé-relève qui ne fonctionnent pas et il est obligé d'y aller manuellement, physiquement. Et donc, ça prend une quinzaine de jours. Et donc, il y a un petit décalage entre les deux qui est soit... Je prends du 1er janvier au 31 décembre, ça c'est notamment pour les forages, où là on mesure, on prend la valeur pile poil toc le 31 décembre à minuit, et puis les autres où c'est légèrement décalé, il y a 15 jours de décalage, d'où un petit décalage des volumes. Alors c'est vrai que c'est un petit peu compliqué, mais en fait vous avez les volumes sur l'année civile et les volumes de la consommation ramenés sur 365 jours. Et donc le décalage il vient de là. Pas de problème. Une autre petite question toujours sur ces différences. On a un volume consommé autorisé et comptabilisé. Et il y a 9000 m3 d'écart. Oui, alors la différence entre les deux, en fait, c'est que le volume comptabilisé, c'est le volume... Ça marche ? Oui. Ouais. C'est le volume qui est mesuré au niveau des abonnés. Et on rajoute là-dessus des eaux qui sont non comptabilisées, mais qu'on considère qui ne sont pas des fuites. Quelles sont ces eaux? C'est par exemple quand il y a des travaux
on doit nettoyer les canalisations, donc on utilise de l'eau. S'il y a un incendie, les pompiers utilisent Voilà. de l'eau, etc. Donc, c'est etc. Donc c'est toute cette eau. Il y a aussi là-dedans les eaux qu'on dit de service. Quand il y a une qualité qui n'est pas de bonne qualité, ils ouvrent une purge, ça perd de l'eau, etc. Donc en fait, c'est de l'eau qui... Alors par contre là, ce sont des estimations, hein, puisque forcément, il n'y a pas de compteur là-dessus. Hein. Donc ce sont des eaux qui sont en fait, qui ne sont pas considérées comme des fuites, parce que c'est quelque chose qui est... On sait que ça a existé, par contre elles sont estimées. D'accord. Et du coup, la part, donc dans les pertes, il y a une part sans comptage qui est comptée à 4850 et ça c'est Alors, attendez, quoi du coup? je vais vous le retrouver. Faut que je regarde parce que Alors, je vais regarder les du coup, chiffres je peux avec pas vous. dire Comme la ça. page parce qu'elles ont... Mais elles sont toutes 18 sur 24. Hein. C'est pour ça que je ne peux pas dire la page. Alors je vous écoute. C'est... Alors, donc Il y a là, mise sur ce tableau-là, hein, donc vous avez effectivement ce que je vous dis, ce qui est sur l'année civile et sur la relève, d'où la toute petite différence. Hein. On voit par exemple les volumes mis en distribution en relève, c'est 341 999, C'est pas ce sur l'année tableau. civile 341 061. C'est pas ce tableau. C'est pas celui-là. Non. C'est où j'ai ressources, production, mise en distribution, consommé, Alors, autorisé, comptabilisé. Je ne suis pas au bon endroit. Non, et j'ai un montant de perte. Donc, tu veux montrer le graphe peut-être, Denis? Alors, vous me dites à la page. Ben non, je peux pas parce que elles ont toutes elles sont toutes 18. Alors je peux pas. Ah, Ça c'est c'est vrai, c'est tout à 18. Alors, c'est un tableau, c'est ça? Volume mis en distribution, consommé, non, autorisé, vendu domicile. c'est un graphe comme ça. Je sais pas si vous Ah voyez oui. de là. D'accord, Enfin, ça va. c'est un petit schéma. C'est bien. Ah, ils sont curieux, les collègues. Hein. Posez plein de Je vais y questions. arriver. C'est vrai qu'elles sont toutes à 18, ouais. Je sais pas ce qui s'est passé. Oui, je vous écoute. Donc en fait, j'ai bien compris la différence autorisée et comptabilisée, mais par contre, du coup, dans les pertes, il y a une partie qui est sans comptage, comptée Ah, non. à 4850. Non, alors ce sont les volumes non comptés. Donc dans les volumes non comptés, il y a les pertes, les sans comptage et les volumes de service. Donc si vous faites Les le sans comptage. cumul de 50 000 de pertes, 4 800 sans comptage et 3 400 de volumes de service, on arrive à 58 538. Et donc la différence, si vous voulez, les pertes, c'est la différence entre ce qui est mis en distribution et ce qui est consommé autorisé. Et ensuite, ce consommé autorisé se redivise en comptabilité et sans comptage et volume de service. Ok. En fait, si vous voulez, les pertes, on rajoute aux pertes les volumes de service et les Oui. volumes sans comptage, c'est-à-dire ce que je vous expliquais, hein, c'est les volumes Oui, qui oui. sont estimés, et donc ça donne le volume non compté. Oui, ça fait ça. D'accord. Merci. Donc la vente aux abonnés, c'est 282 703 en fait. Merci. Très bien. Bon, On va merci. changer D'autres questions? Non? sujet. Donc on va passer à la présentation de l'autre service lié à l'assainissement. Donc je vais vous présenter sur l'assainissement, donc ça ressemble beaucoup mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Sur les généralités, je ne rentre pas dans le détail, même chose pour le délégataire. L'assainissement collectif sur votre commune représente 99% des abonnés au service de l'eau potable. On le verra, il y a très peu, il n'y a que 17 habitations qui sont concernées par le service de l'assainissement non collectif, qu'on appelle le service du SPANC. Au niveau des abonnés, pas de variation entre 2018 et 2019, hein, donc il y en avait 3 de moins en eau potable. Il n'y a pas eu de variation sur l'assainissement. Et donc on retrouve la même chose hein, entre les communes. Simplement, petite particularité de votre service, c'est que vous avez 50 abonnés qui viennent de la commune de Gradignan, hein, qui sont juste en limite de Canéjan. Et donc c'était plus simple de les raccorder sur Canéjan que sur le bourg de Gradignan, donc ils sont raccordés chez vous. Ça ne bouge pas, hein, c'est une seule rue avec les maisons ne bougent pas là-bas. Au niveau des abonnés, même chose. Au niveau des contacts, il y a eu environ 750 contacts par rapport au nombre d'abonnés. Un petit peu pour les mêmes choses. Réclamation, 18, hein, un tout petit peu plus que tout à l'heure.
Mensualisation, c'est la même chose. Les impayés et les créances irrecouvrables, on retrouve le même phénomène que l'année dernière pour les créances. Et le taux d'impayé pour la partie assainissement, donc pour la facture d'assainissement, 0,63, on était à 0,70 en eau potable, donc c'est exactement la même chose. Au niveau des réclamations, donc là, qu'est-ce qu'on constate? Il y en a un petit peu plus sur les travaux. Donc les travaux, généralement, c'est les nouveaux branchements, les branchements neufs ou les choses comme ça. Donc visiblement, ils ont un petit peu plus de mal à faire des travaux d'assainissement que des travaux d'eau potable. On n'avait quasiment pas de remarques sur l'eau potable. Mais la grosse partie reste quand même soit pour de l'information, soit pour des problèmes de facturation. Les abonnés, donc 84% par rapport à ce qui était prévu au schéma d'assainissement, mais 99% par rapport aux abonnés de l'eau potable. Non collectif, donc en non collectif, on vous a dit qu'il y avait une 17 installations qui étaient en assainissement non collectif. En 2015, il a été fait un bilan complet de ces installations. Et donc là, la réglementation classe les installations non collectives en 3 ou 4 catégories. La première catégorie, c'est la catégorie totalement conforme. Donc là, l'installation est parfaite, tout va bien. La deuxième catégorie, c'est la classification non conforme, mais sans danger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire généralement qu'il manque un des éléments pour être totalement conforme. Souvent, c'est les problèmes de ventilation. Il manque une ventilation, mais ça ne pose pas de problème vis-à-vis du milieu naturel, c'est-à-dire que celui qui a fait les mesures a considéré que l'installation était quand même suffisamment dimensionnée, qu'il n'y avait pas de souci et que le rejet ne provoquait pas de pollution. Et puis il reste quand même 7 points noirs. Donc là, ce qu'on appelle les points noirs, ce sont des installations qui ne sont pas aux normes, bien évidemment, mais qui en plus entraînent des problèmes au niveau de la qualité du rejet et donc des risques sanitaires. D'accord ? Au niveau de la réglementation, on tient compte des conformes et des non-conformes sans danger pour dire si le taux de conformité. Alors vous me direz, c'est un peu bizarre de considérer des non-conformes dans le taux de conformité. Oui, c'est la réglementation. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que sinon, toutes les communes auraient été comme vous, tout le monde aurait eu 20% de conformité. Ça ne fait pas plaisir aux élus, donc ils ont modifié en disant on prend aussi en compte ceux qui sont non conformes mais pas dangereuses. Donc vous avez un taux de conformité de 59%. Ce qui veut dire qu'il vous reste 41% à réhabiliter. En termes de réhabilitation, la règle c'est quoi? Pour les non-conformes et les points noirs a fortiori, l'obligation en cas de vente de réhabiliter dans les 1 an après la vente. D'accord? Au niveau des ventes, c'est une obligation pour pouvoir vendre. Le notaire a l'obligation de demander un rapport de conformité. Soit il y en a un qui existe qui a moins de 3 ans. Bon, 2015 c'est trop tard. Donc c'est un rapport spécifique et qui va dire, effectivement, voilà ce qu'il faut réhabiliter. Derrière, et ça, vous n'êtes pas aidé par la réglementation, l'acquéreur, eh bien, il va faire les travaux ou pas. Et donc, s'il ne fait pas les travaux, malheureusement, vous n'avez aucun moyen, à part la police du maire au titre de la salubrité, pour faire intervenir et lui faire les choses. Et donc, s'il revend sa maison 10 ans après, on va lui dire c'est non conforme. Bah oui, c'était déjà non conforme 10 ans avant, c'est toujours non conforme. Donc là, c'est vraiment la volonté du maire de régler le problème. Et pour les non conformes, là, par contre, les points noirs qui ne sont pas vendus, là, c'est aussi la volonté du maire qui peut, dans certains cas, imposer de faire des travaux sous 1 an ou sous 4 ans. Et après, la démarche suivante que j'ai jamais vu faire, eh bien, c'est les travaux d'office faits par la mairie. Donc, c'est possible. Je laisse le maire s'en occuper. Moi, voilà. Donc, il faut savoir que c'est possible. Voilà. Donc, c'est vrai que la vente, l'État a profité des ventes en fait pour essayer d'améliorer un petit peu les choses. Donc, vous avez 7 installations qui sont considérées comme non conformes et dangereuses pour l'environnement. Alors le premier qui est concerné par l'environnement, généralement, c'est le propriétaire de l'installation qui ne fonctionne pas, parce que ça veut dire que ça déverse sur son terrain ou pas très loin. Le réseau de collecte collectif, donc, vous avez là 2 bassins versants, 2 secteurs. Un secteur qui est relié sur la station dite du bourg de Canéjan, qui dessert donc toute la zone du bourg jusqu'à vers l'autoroute. Et le deuxième secteur, de l'autre côté de l'Aubourde, qui est desservi par la station de Laouze et qui dessert le quartier de Laouze et jusqu'à la nationale Nice. Voilà. Et pour desservir l'ensemble des abonnés, vous avez les réseaux en rouge qui sont les gravitaires. Et les points en orange, ce sont des postes de refoulement. Donc il y a 6 postes de refoulement. Un poste de refoulement, c'est une pompe qui permet de remonter d'un point bas vers le point haut suivant.
Le délégataire a fait des opérations de curage, de nettoyage, de désobstruction. Donc curage préventif, ça c'est pour maintenir l'écoulement en bon état. Donc vous avez tous les ans à peu près 1500 à 1600 mètres qui sont curés. C'est prévu dans son contrat. Ça c'est pour pouvoir faire du nettoyage, éviter qu'il y ait des soucis. En plus de ça, il y a eu du curatif. Donc le curatif, c'est quand ça se bouche. Donc 120 mètres, 119 mètres cette année. Quelques désobstructions, donc ça c'est juste des points particuliers, 9 branchements notamment. Et puis des inspections qui ont été faites avec un système qu'on appelle le diagrappe, qui est en fait comme une caméra vidéo qu'on descend à l'intérieur du réseau par les regards, et ce qui permet de voir un peu l'état. Donc on a eu un retour cette semaine même, en début de semaine de ça. Donc c'est pas catastrophique, il y a quelques points où effectivement vous avez des réseaux qui sont un peu en mauvais état, où vous avez des entrées d'eau, etc., qu'il va falloir corriger. On attend le rapport définitif du délégataire pour pouvoir faire de la programmation. Les conformités. Donc là, ce sont des choses qui sont faites sur l'assainissement collectif, cette fois. C'est pour vérifier si les gens, on voit bien les eaux usées dans les eaux usées et les eaux de pluie dans les eaux de pluie, et pas l'inverse, donc soit des eaux de pluie dans les eaux usées, soit des eaux usées dans les eaux de pluie. Donc notamment, c'est fait à l'occasion des ventes. Là, c'est pareil, comme pour l'assainissement non collectif, on profite des ventes pour pouvoir aller voir ce qu'il en est. Et puis, il y a aussi dans l'obligation du contrat de faire des visites dans d'autres secteurs pour voir un petit peu où est-ce que l'on en est. Alors, qu'est-ce que l'on peut voir? C'est que sur les 221 enquêtes qui ont été faites, il y en a quand même 36 qui sont non conformes. Alors, est-ce que c'est beaucoup ou pas beaucoup? Non, c'est pas énorme, on a déjà vu ça bien pire que ça. Simplement, ça veut dire qu'il y a 36 maisons sur lesquelles il y a soit de l'eau de pluie qui va dans les eaux usées, soit de l'eau usée qui vont dans les eaux de pluie. Alors, le taux est plus élevé que la moyenne que l'on avait sur la commune. Pourquoi? Parce qu'en fait, les contrôles ont été envoyés spécifiquement dans les endroits où on avait des doutes, où on se pensait qu'il y avait des problèmes. Donc en fait, vous avez un taux de non-conforme sur ces analyses-là qui sont très élevés par rapport à la moyenne de votre commune. La collectivité a engagé des travaux de réhabilitation, donc des fois un petit peu contraint et forcé quand le réseau s'effondre. Donc là, vous êtes un petit peu obligé de le faire. Des réparations ponctuelles. Il y a eu des choses qui ont été modifiées, notamment dans le secteur de la hausse, pour pouvoir sortir des canalisations qui étaient en terrain privé ou des branchements qui n'étaient pas facilement accessibles. Donc c'est des choses qui continueront à se faire. Et le délégataire, lui, il a renouvelé un certain nombre de choses sur les stations ou sur les postes de refoulement. Pour l'année 2020 et 2021, il est prévu encore de modifier un certain nombre de choses, notamment dans le secteur allée des tennis et Garnotte. Et puis, il y a un gros dossier qui est en cours, qui est le dossier de renouvellement des autorisations de rejet de vos stations d'épuration. Donc ça, c'est une obligation réglementaire. Tous les 10 ans, parfois plus, mais là, c'est tous les 10 ans, vous êtes obligé de retravailler avec la police de l'eau pour pouvoir savoir si vos stations sont conformes, pas conformes, ce qu'il faut en faire, etc., etc. Je pense qu'on a déjà évoqué assez souvent le sujet. Voilà, donc là, on est un peu dans le vif du sujet parce que la police de l'eau attend des éléments importants de la collectivité pour se prononcer. La station de Garnotte-Bourg, station de 3500 boues activées. Donc, boues activées, ça veut dire qu'on mélange dans un bassin de l'eau, des effluents, des bactéries et qu'on amène de l'air par des turbines ou par de l'insufflation. Le taux de saturation de votre station du bourg, 91% cette année, 80% en hydraulique, en hausse par rapport à 2018. Donc ça veut dire que vous n'êtes pas très loin de saturer votre station de Garnotte au niveau des mesures qui sont faites. Alors les mesures, il y a une mesure par mois qui est faite. En dehors de ça, au niveau de la qualité de la station, on mesure une fois par mois donc la quantité de pollution qui rentre. Ce sont les paramètres DBO, DCO et MES qui sont des moyens de mesurer de la pollution. Et on mesure ce qui sort de la station. Et la différence entre les deux, c'est ce qu'on appelle le rendement de la station. Et donc vous voyez par exemple que sur la catégorie DBO5, vous avez un rendement de 99%. Ça veut dire qu'il n'y a que 1% de la pollution qui rentre dans la station qui ressort de la station. D'accord. On est incapable de faire du 100%. Alors si on est capable, mais va falloir sortir un peu le porte-monnaie. 100% c'est de l'eau potable. C'est très compliqué. Il y a eu quelques débordements en tête de station, mais en fait, on a un problème sur le débitmètre qui permet de mesurer ça, et donc il va être remplacé parce qu'on a des mesures anormales. Et en réalité, sur les 146 déversements qui ont été mesurés, on pense qu'il n'y en a qu'une trentaine qui sont véridiques.
hein. Le reste, c'est pas bon du tout. Alors, au niveau de cette station, la police de l'eau a donné une conformité sur cette station, bon fonctionnement. Par contre, ici, vous avez un graphique qui est pratiquement le même tous les ans. Ici, ce sont les débits, et on voit que là, c'est la capacité nominale, le trait rouge, c'est la capacité nominale de la station. Et on constate qu'en période hivernale, donc quand la nappe est haute, en fait, la station reçoit trop de débit. Alors, ce qu'on peut voir, c'est que la partie bourg n'est pas très sensible aux eaux de pluie, mais par contre est très sensible aux eaux de nappe. Donc, il va falloir aller chercher probablement les eaux de nappe, hein, c'est qu'il y a des morceaux de la canalisation qui ne sont pas étanches. La station de la Houze, même chose. En termes de saturation, donc là on est moins saturé sur les mesures qui sont faites. 48% en organique, 64% en hydraulique. Quelques problèmes sur la qualité des mesures du débit, il y a eu un peu de décalage, et puis il y a eu des bilans considérés qui ont été dits non conformes sur le paramètre phosphore. Et là, on est un petit peu furieux parce qu'en fait, c'est un problème d'exploitation. C'est-à-dire que l'exploitant n'a pas fait correctement son travail. Et résultat des courses, la police de l'eau dit que vos stations sont non conformes parce qu'il n'a pas correctement fait son travail. Donc, c'est fait un petit peu remonter les bretelles là-dessus. C'est pas normal. C'est vraiment, en plus, c'est des choses bêtes. En gros, ils ont oublié de changer ou de mettre en service une pompe alors que c'était obligatoire. Donc là-dessus, bon, c'est pas très bon, surtout au moment où on est en train de renégocier les autorisations de rejet. On sait pourquoi c'est. Ça veut quand même dire que sur les autres paramètres, ça se passe bien, mais sur le phosphore, c'est quelque chose sur lequel la police de l'eau est extrêmement sensible en ce moment. La France s'est fait tirer l'oreille par l'Europe sur la partie phosphore et azote, et donc du coup, ils sont extrêmement sensibles et ça se reporte sur vous. Au niveau des débits, un petit peu la même chose. On voit qu'effectivement, les débits en période hivernale, donc le plus à droite de la courbe, bien, vous avez des surdébits qui arrivent. Dès qu'il commence à pleuvoir un petit peu, que les fossés sont saturés, que la nappe remonte, vous avez de l'eau qui rentre dans votre station. Sur cette station, il y a un petit peu plus d'effet des eaux de pluie, mais qui reste extrêmement minime. Ce n'est pas une grande chose. La filière boue, donc je rappelle, le but d'une station d'épuration, c'est de concentrer de la pollution sous forme de ce qu'on appelle les boues. Donc les boues, c'est de la pollution concentrée plus des bactéries. Et donc là, on regarde ce qui est sorti. Les boues qui sont produites par vos stations sont mélangées avec des déchets verts sur le site de Pénat pour faire du compost. Et c'est un compost qui est d'excellente qualité. Actuellement, ils ont même plutôt peut-être plus avec le Covid, mais jusqu'à présent, ils avaient plutôt pas assez de produits à fournir par rapport à la demande. Donc 100% de conformité puisque vous utilisez une technique de valorisation des boues sous forme de compost, donc pas de problème là-dessus. Et puis il y a un peu de graisse, un peu de sable qui est sorti aussi des stations. Impact sur le milieu naturel, donc il y a une mesure qui est faite en amont du bourg, une qui est faite entre les deux stations et une qui est faite en aval. Prochainement, il y en aura un quatrième qui sera rajouté pour avoir deux mesures complémentaires. Et qu'est-ce qu'on peut constater entre l'amont et l'aval sur les stations? C'est qu'il y a un petit impact des stations sur les paramètres phosphore et un tout petit peu sur l'azote, et notamment sur le paramètre phosphore, quand le phosphore n'est pas mis en route, le traitement du phosphore n'est pas mis en route, forcément ça a des répercussions, un petit peu normal, et puis le traitement du phosphore ne se fait qu'en été, et donc en hiver, la station relâche du phosphore qu'on retrouve dans le milieu naturel. Malgré ça, vous avez quand même des choses qui sont tout à fait correctes. Donc à part les problèmes sur l'azote et le phosphore, pour tous les autres paramètres, vous êtes plutôt dans les couleurs bleu et vert, c'est-à-dire que c'est des bons paramètres. Vous avez une autre qualité qui n'est pas si mauvaise en amont et qui n'est pas si mauvaise en aval. Donc en gros, les stations n'ont pas un gros impact sur le milieu naturel. Au niveau des factures, donc pareil. Pour la part collectivité, pas de mouvement. Pour la part exploitant, il y a une augmentation qui est à peu près la même que pour l'eau potable, aux environs de 3%. Et là, l'agence de l'eau, ça fait des années qu'elle reste au même niveau. Donc pas de modification pour l'agence de l'eau. Résultat, la facture de 120 m3 2019, 272,40 €. En 2020, 277,61 €. Donc une augmentation de 5,20 €. Ça veut dire 1,9% d'augmentation entre 2019 et 2020. Le prix de l'eau, 2,27 € au mètre cube en 2019, 2,31 € en 2020. Donc sur la même courbe que tout à l'heure, même chose. Donc on voit que là, Canéjan se situe à la 20e place, mais c'est la 20e place sur 120. Tout à l'heure, vous étiez à 10e sur 80, donc 20e place sur 120, c'est quasiment la même chose. Vous êtes donc plutôt un prix bas par rapport à la moyenne de la Gironde. Même chose sur les éléments financiers, je ne reviens pas dessus, on l'a vu sous une autre forme,
tout ça, ça va bien. Éléments financiers au niveau du compte administratif. Donc là, on voit que le compte administratif est juste équilibré, puisque vous avez 38 000 euros d'avance, ce qui veut dire que vous avez une trésorerie qui est relativement faible pour pouvoir faire des travaux. D'accord ? Donc, si vous avez besoin de faire des travaux, risquez d'avoir besoin de faire des travaux, là, il va falloir revoir éventuellement les moyens d'avoir un peu plus de trésorerie, donc augmenter vos recettes. Un emprunt qui a été fait en 2018 qui entraîne des remboursements d'environ 22 900 euros pendant 20 ans. Donc c'est un seul emprunt, il n'y a pas eu grand-chose. Avant, vous travailliez uniquement avec des lignes de crédit, donc là, bon, vous avez un petit emprunt à rembourser pour l'instant. En cours de la dette, 541 000 euros. Mais en fait, sur ces 541 000 euros, vous en avez 361 000 qui sont des emprunts et 180 000 qui sont des lignes de crédit. Donc, vous travaillez avec une ligne de crédit que vous remboursez à la fin de l'année, mais simplement, ça vient se rajouter dans le cours de la dette. Le remboursement, donc vous remboursez actuellement les emprunts, donc je vous ai dit aux environs de 23 000 euros, ce qui représente 9,32 € par abonné. Les indicateurs, même chose que tout à l'heure, ce pas tout à fait les mêmes indicateurs. Donc quand c'est en vert, ça va, quand c'est en rouge, c'est un peu moins bon. Donc le prix du service, alors je vous ai dit que vous étiez moins cher que par rapport à la Gironde, mais vous êtes malheureusement plus cher que d'autres services en France de même taille. Alors vous êtes à 2,31 pour 2,23. Faut pas non plus, hein, vous êtes quand même très très proche. Pour le reste, au niveau de la connaissance du réseau, pas de problème. Conformité de vos stations d'épuration, cette année, malheureusement, le phosphore vous déclasse, et donc c'est la note 60 que vous avez qui déclasse la station d'épuration. Conformité, le point de curage fréquent. Alors qu'est-ce que c'est que ça ? C'est le nombre de fois où le délégataire est obligé de passer 2 fois dans l'année pour pouvoir nettoyer les réseaux parce qu'ils sont obstrués. Et en fait, vous avez quelques secteurs comme ça qui sont bien connus, sur lesquels il y a des problèmes structurels du réseau, quelques réseaux qui sont à contre-pente ou avec des pentes très très faibles. Et en fait, ça stagne dans ces canalisations, donc c'est obligé de passer 2 fois. D'accord ? Alors, ce n'est pas forcément évident de résoudre les problèmes, hein, parce que si la pente est faible, c'est que la topographie ne permettait pas de faire des grosses pentes. Hein. Taux de réclamation qui est aussi en rouge, et même chose, même raison, même cause que pour l'eau potable, je n'interviens pas là-dessus. Taux d'impayé, 0,63, toujours aussi faible, ça va bien. Donc en gros, pas de gros problèmes, sauf le problème de traitement du phosphore dû à votre délégataire. Pour le reste, je dirais que ça se passe très bien. Au niveau du prix, vous avez un prix qui est confortable par rapport aux autres. Est-ce que c'est confortable par rapport à vos besoins, à vos travaux ? Ça, je n'ai pas la réponse. J'en ai terminé. Voilà, merci Monsieur Salin pour cet exposé là très clair et très complet. Donc, y a-t-il des questions relatives à l'assainissement ? Laurent ? Merci, effectivement. J'ai un premier point qui est important, je pense, pour les Canéjanais et pour la vie canéjanaise, le tableau concernant les abonnés industriels. On voit apparaître le château Rouillac, le château Seguin. Ah, ça c'est autre chose. Alors ça c'est autre chose, en fait, ce sont les abonnés qui ont des conventions avec la commune. Hein. C'est pas forcément tous les industriels. Hein. Oui, mais il serait intéressant, je pense, de l'alimenter jusqu'au bout, si c'est possible. Hein. C'est-à-dire que je vois, il y a 2 mètres cubes par jour en volume autorisé pour le château Rouillac, on ne le voit pas apparaître pour le château Seguin. La convention le fait apparaître et c'est aussi 2 mètres cubes par jour. Mais surtout voir est-ce qu'on peut apporter une réponse sur le respect ou non de la convention, et y compris pour Fenwick. Et Fenwick, est-ce que c'est 7 mètres cubes par jour aussi ? Je pense que c'est 7 mètres cubes par jour. Effectivement, c'est juste un problème d'écriture. Hein. C'est 7 mètres cubes par jour qui sont autorisés. Et donc, ce qui serait intéressant, c'est de voir s'ils vérifient ou s'ils respectent ou pas les conventions. Et lorsqu'on a Conserverie Martin, Vents et Marais, etc., qui ne respectent pas les conventions, à quel niveau ils ne respectent pas les conventions ? C'est sur des volumes qu'ils dépassent par rapport aux volumes autorisés ? Est-ce que c'est... Alors en fait, c'est souvent sur plusieurs choses. C'est d'une part, ils ont une obligation de faire des mesures dont certains n'ont pas donné les mesures, donc à ce moment-là, ils ne respectent pas la convention parce qu'on n'a pas de mesures. Il y en a d'autres qui effectivement dépassent en volume. Et alors bon, les volumes restent quand même relativement faibles. Hein, donc c'est pas 10 fois plus ou 100 fois plus hein, les volumes. Et il y en a un certain nombre qui ne respectent pas en qualité de traitement. Donc c'est ceux-là qui sont un peu plus embêtants parce qu'en fait, ils apportent plus de pollution que ce qui était prévu sur les conventions. Donc je sais que les services
techniques sont dessus pour pouvoir aller refaire un tour avec ces industriels et redonner les règles du jeu pour qu'ils puissent respecter les conventions. On a les données, autrement, concernant ces non-respects. On a les données concernant ces non-respects. Oui. Alors, quand il n'y a pas de données dans le tableau, c'est qu'en fait, c'est qu'ils n'ont pas fourni les données. Donc, c'est qu'ils n'ont pas fait de mesures alors qu'ils devaient les faire. Donc, il n'y a pas de. En fait, si vous voulez, ces industriels font de l'autocontrôle. Hein. C'est eux qui font leurs propres prélèvements. Et donc, dans certains cas, ils font pas ces prélèvements ou ils les fournissent pas. D'accord. Et dans le non-respect, il peut apparaître aussi des retards de paiement concernant leur part pour ces traitements d'effluents, je suppose. Est-ce que ça fait partie des éléments? Vous m'entendez ou pas? Oui. Non. Est-ce que les retards de paiement ou les absences de paiement concernant les rejets de ces effluents font partie des non-conformités de convention? Non. Alors en fait, suivant les conventions, alors je ne les connais pas par cœur, hein, suivant les conventions, soit on considère que les effluents qui sortent sont à peu près, parce que généralement ils ont tous des pré-traitements chez eux, hein, donc dans les industriels. Donc si ça se rapproche d'un effluent de type urbain, en fait, ils sont facturés au mètre cube par mètre cube. Par contre, s'ils ont un effluent qui peut être beaucoup plus concentré qu'un effluent urbain, dans ces cas-là, il y a une règle de calcul qui est faite en fonction de la pollution qu'ils apportent pour pouvoir leur mettre une facture qui est différente. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcément le même prix qu'un abonné standard. Oui. Hein, ce qui est un petit peu logique d'ailleurs, hein, parce qu'au bout du compte, la station d'épuration, elle traite, c'est pas les mètres cubes, hein, c'est bien de la pollution qu'elle traite. Hein. D'accord. Donc là-dessus, les services techniques sont conscients, hein, enfin je veux pas dire de bêtises, mais sont parfaitement conscients qu'il y a des manquements et qu'il va y avoir un petit retour, aller voir ces personnes pour leur expliquer les tenants et les aboutissants et les problèmes que ça peut poser au niveau de vos stations ou de vos réseaux. Hein. D'accord, merci. Page 10 sur 32, il y a un tableau dans lequel il apparaît NGL et PT. Alors, PT, c'est quoi, de platine ou NGL, c'est l'azote? Alors, IBGN. Alors, vous avez IBGN. Donc, l'IBGN, c'est l'indice biotique généralisé. Donc, en fait, c'est une mesure qui est faite pour savoir, non pas sur un paramètre physico-chimique, mais sur un paramètre biologique. Donc, il est mesuré dans l'eau bourde. Ils font une analyse au niveau du point de mesure. Ils prennent des prélèvements et ils regardent tous les petits crustacés, tous les petits insectes, tous les petits machins qui peuvent traîner, les petites crevettes, là, ce genre de choses-là. Et en fait, en fonction du nombre d'espèces différentes qu'il y a, en fonction du nombre d'individus au sein de chacune des espèces, ça permet de caractériser un cours d'eau. Imaginons par exemple que vous avez un cours d'eau sur lequel vous avez un viticulteur qui rejette une fois par an, qui vide ses cuves pour les nettoyer. Donc en fait, le cours d'eau peut être de très bonne qualité au moment où on fait les mesures, mais simplement l'impact tout d'un coup d'un rejet ou un rejet industriel ou autre chose, eh bien ça va complètement éliminer le vivant du cours d'eau. Et donc cette mesure-là d'IBGN permet de caractériser sur de la pollution en fait à long terme, qui n'est pas forcément visible au moment où on fait les mesures. On fait 3 mesures par an, hein, donc si on passe au mauvais moment, que la pollution l'est déjà passée, on ne l'a pas vu. Par contre, ça a un impact sur l'ensemble de la vie, et donc c'est cet impact-là qui est mesuré par l'IBGN. Et donc effectivement, ce que l'on peut voir au niveau de l'IBGN, entre l'amont et l'aval, c'est qu'en fait, sur les premières mesures, alors il n'y en a pas eu ensuite, sur les autres, j'ai pas les valeurs en fait. Donc sur les valeurs de 2018, on voit par exemple qu'en amont, la qualité de l'eau sur ce paramètre-là est moins bon que après les stations d'épuration. Alors on ne va pas dire que les stations d'épuration nettoient le ruisseau, hein, je n'irai pas jusque-là quand même, mais ça veut dire en gros que c'est pas la station d'épuration ne dénature pas sur cet aspect-là. D'accord. Et je posais la question concernant le tableau qui est en page 10, le tableau central, pour savoir ce qu'était le... Ah, ça va mieux comme ça finalement. Le NGL et le PT, s'il vous plaît, qui sont non conformes, enfin au moins pour le PT. Et je voulais savoir ce que c'était PT. Oui. Pour moi, alors, c'est du NGL, platine. C'est en fait c'est alors il faut que j'y retourne dessus. Voilà. NGL, c'est les formes de l'azote. Oui, d'accord. Et le PT, c'est le phosphore total. Ah, phosphore total, d'accord. Voilà. C'est pour ça le commentaire sur le phosphore. Et donc c'est celui qui n'est pas conforme en fait, hein, c'est ce que je vous ai dit, hein, c'est que le phosphore total. Je comprenais pas le commentaire sur le phosphore dessous sans trouver le phosphore dans le tableau. Voilà. D'accord. Donc NGL en fait c'est une mesure complète, c'est l'azote global. Hein. N c'est l'azote et GL c'est global. Ok.
Je vous remercie. Et j'ai une dernière question, toute petite. Sur les dernières pages, il y a le nombre concernant les SPANC. En page 18 sur 24. Oui. Vous mettez nombre d'habitants desservis par le service du SPANC. 41, tout à l'heure on a vu 17. Non, là, ce sont les habitants, et tout à l'heure, je vous parlais d'abonnés. Exact, merci. Ah, Merci. c'est dur de me coincer, hein, vous savez. Ça fait 30 ans que je fais ce métier, mais bon, ça va. Pas si mauvais, hein, question-réponse. Hein. Mais ça veut dire que vous avez bien lu le dossier, hein, donc bravo. L'année prochaine, je vous mettrai des petites astuces, des petits pièges comme ça pour voir si vous suivez bien. Bon, merci Laurent. On peut peut-être retenir, Monsieur Salin, de peut-être ajouter à l'avenir un lexique avec la signification de ces... En fait, je me suis rendu compte qu'il y était certaines années que je n'ai ça pas ne mis. parle pas Ça forcément a à dû tout le sauter, monde. Hein. Donc, oui, je peux vous mettre un lexique, il n'y a pas de problème. Bon, très bien, merci. D'autres questions? Voilà, je me permettrai juste de faire un petit commentaire, puisque vous l'avez évoqué sur le prix de l'eau et l'assainissement, qui est relativement bas pour notre commune. Alors bon, c'est très bien, effectivement, pour le consommateur, mais il faut savoir aussi que le fait d'avoir des prix bas nous empêche d'avoir certaines subventions, justement parce que le prix est bas. Donc, pour les différents services, ils considèrent que tout va bien sur Canéjan, puisque le prix est relativement bas et qu'on n'a pas besoin de finances supplémentaires. Or, comme vous le savez, ça a été évoqué, nos stations sont vieillissantes, il faudra s'en préoccuper rapidement. Et donc, il faudra penser à revoir le prix de l'eau pour cet aspect-là de subvention, mais également pour avoir une réserve de trésorerie suffisante pour pouvoir engager les travaux. Ça a été rappelé par M. Salin. Voilà. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, non. Je vous propose tout simplement de prendre acte donc, de ces deux rapports et de la présentation qui en a été faite ce soir. Voilà, c'est tout ce qui... Voilà, donc je pense que tout le monde a pris acte. On va libérer M. Salin. Mais pour avoir de bonnes prestations, je veux dire qu'il faut avoir un délégataire qui fasse bien son boulot. Il faut de bons conseils, on l'a aussi. Mais il faut des services qui soient attentifs au suivi des délégations. Et je voulais remercier nos services techniques et Agnès en particulier qui suit ce dossier. Je suis attentif à certaines situations. Je suis quelques courriers aussi. Je sais qu'il y en a eu récemment qui rappelaient notre délégataire à certaines obligations. Et tout ça, c'est très bien. C'est comme ça que ça doit être fait si on veut que ces résultats perdurent dans le temps. Merci M. Salin. Et l'année prochaine, avec le lexique ou sans lexique, on pourra peut-être faire un test pour savoir si nous progressons dans la connaissance de tous les indicateurs que vous nous soumettez. Bien, je vais solliciter maintenant votre attention pour la délibération qui suit, qui nous amène à nous intéresser au futur de la présence postale à Canéjan. C'est une préoccupation qui vient de loin, et en disant cela, je fais référence aux premières pétitions que nous avons pu recevoir en 2006, qui marquaient déjà une inquiétude sur la présence postale. C'est vrai qu'au gré des années, il y a une volonté de la Poste de restructurer son service. Ça s'est traduit par des réductions d'horaires, des suppressions de boîtes à lettres aussi, auxquelles nous avions réagi en son temps, en 2008 et en 2011, en prenant des motions en conseil municipal pour dire notre intérêt à un maintien de ce service postal et exprimer notre vif désaccord. Il y a eu en suivant des fermetures estivales où on a assuré le relais de la Poste et la présence postale le temps de l'été. Donc on a pu faire quelques apprentissages sur ce terrain-là. C'est vrai que la Poste est le symbole de la casse du service public. C'est comme ça qu'on l'évoque souvent. Le nombre de facteurs a diminué, le nombre de bureaux de poste est passé fermé, a diminué de 6 000 entre 2005 et 2017. Et l'automatisation des centres de tri a fait qu'il y a une réduction aussi significative. La Poste se transforme.
Il y a eu un changement de statut en 2010, un statut de société anonyme sur capitaux publics, donc sous une forme plus libérale, plus marchande aussi. Elle a réorganisé sa présence, et nous y sommes aujourd'hui, sous la forme d'agences postales, de relais postales ou de facteurs guichetiers. Alors pourquoi ces organisations? Ça tient à la baisse régulière de l'activité du courrier. Le métier de distribution de lettres s'effondre. Il y avait 18 milliards de distribution en 2008, nous sommes à 7 000 en 2020, et il y aura 3 000 lettres en 2030. Donc il y a une baisse très significative qui est sous le poids et l'impulsion du numérique et des mails. Donc les choix stratégiques de la Poste aujourd'hui, c'est malgré tout un maintien de sa présence postale, ça c'est l'engagement contractuel qu'elle a avec l'État, qui est relayé avec l'Association des maires de France, à travers un contrat de présence postale. C'est le maintien d'un modèle de multi-activité pour le courrier, la banque, les colis et les services, mais c'est aussi une transformation de l'offre stratégique qui est la leur vers une diversification des activités avec les plateformes de e-commerce. Vous avez vu certainement des publicités dans nos quotidiens respectifs, une promotion de l'offre sur les services à la personne, les colis et également. Alors notre commune, dans tout cela, il s'est agi dans un premier temps, que je datais de 15 ans, à défendre l'existant le plus longtemps possible. C'est ce que nous avons fait, ce que nous avons réussi à faire. Aujourd'hui, il s'agit de comprendre les évolutions auxquelles sont soumises la Poste, bon gré et mal gré, et de trouver la formule la plus acceptable pour les Canéjanais, qui soit une offre de proximité dont on a bien besoin. La période sanitaire l'a montré aussi. Donc l'obligation de la Poste aujourd'hui se pose en termes d'heures à 12 heures hebdomadaires. Pour nous aider à réfléchir, pour fixer notre choix, nos préférences, on a souhaité, vous vous rappelez, c'était en juin 2020, créer un conseil consultatif. Il s'est réuni à plusieurs reprises et le mandater donc pour définir ce qui lui paraissait utile pour Canéjan. Nous avons eu à connaître aussi, et j'ai reçu des représentants du Parti communiste qui ont apporté leur contribution, leur motion aussi à la défense du service public en regrettant effectivement ce que je viens d'évoquer. Et j'en viens à la délibération qui rappelle cette installation du conseil consultatif, l'intérêt de la Poste de s'inscrire dans le plan de revitalisation des petites villes de demain, les travaux du comité consultatif qui ont fait l'objet d'une restitution par Nathalie Leray, qui est une citoyenne canéjanaise tirée au sort et qui est dans notre assemblée, qui nous fait un petit bonjour là-bas et qu'on remercie en même temps que tous les autres participants, les collègues élus ici présents, mais les membres de la commission extra-municipale sur les commerces et les autres personnes tirées au sort. Et je m'attarde un peu sur les personnes tirées au sort parce que c'était une première pour nous. Et on a vu qu'ils pouvaient trouver intérêt à réfléchir avec nous, élus et autres, sur ce service-là. Et je voulais vraiment les remercier très précisément ce soir, et Nathalie en particulier, parce qu'elle est allée un petit peu plus loin. Et là, un petit peu plus loin, c'était restituer et porter un avis qu'elle nous a adressé et qui figure dans les considérants qui suivent dans cette délibération, où le comité dit qu'il souhaite dès à présent donc un relais de poste commerçant au centre commercial de la Houze, offrant une proximité de service aux habitants de ce secteur, ainsi qu'une très grande amplitude horaire et hebdomadaire d'ouverture pour l'ensemble des Canéjanais. Et à terme, donc il y a un souhait d'une agence postale communale au centre-bourg, assortie d'autres services qui peuvent être des services de la Poste que j'évoquais à l'instant dans le cadre de la diversification qu'ils ont engagée, mais ça peut être des services liés à notre propre réflexion autour de c'est quoi un tiers-lieu, qu'est-ce qu'on peut y faire. Et à ce moment-là, on s'est amené à parler
d'APC+, d'agence postale communale plus. Dans tous les cas, et c'est un élément récent entre la restitution de l'avis du comité consultatif et notre soirée ici ce soir, la Poste a dit sa possibilité de maintenir le distributeur automatique de billets, ce qui était aussi le souhait du conseil consultatif. Alors, ils disent leur souhait, mais ils le traduisent concrètement par une volonté d'investir sur l'aménagement de ce distributeur automatique de billets, ce qui veut dire que quand on investit, ça veut dire qu'on le fait pour quelques années. Donc nous en sommes là ce soir, le maintien, le relais de la Poste commerçant à la Houze, l'APC au Bourg pouvant évoluer vers un APC+. J'ai d'autres éléments qui n'apparaissent pas dans la délibération, mais qui feront l'objet de la négociation pour laquelle je souhaite que vous me mandatiez. C'est la date et d'effet des travaux. Il faut qu'on puisse arriver à déterminer la date et d'effet des travaux, parce que l'aménagement de l'agence postale communale suppose du personnel qu'il faudra former, mais suppose aussi que nous choisissions, et ça ne sera pas le cas ce soir, le lieu d'implantation de cette agence, qui peut être là où elle est, qui peut être à la mairie, qui peut être à l'espace mosaïque ou sous d'autres idées qui pourraient nous venir. L'agence postale sera distincte dans tous les cas du distributeur automatique de billets. Donc il y aura des travaux. Et ces travaux, c'est à la Poste, en ayant choisi avec nous, de les réaliser et de participer à leur financement. Au passage, les sénateurs se battent aujourd'hui pour que la Poste maintienne ces investissements-là et qu'ils ne soient pas touchés par des choix gouvernementaux. Donc nous aurons à choisir le lieu. Nous aurons à choisir la durée de la convention qui porterait cette agence postale communale et le relais. Puisque nous avons la possibilité d'aller jusqu'à 9 ans, de 1 à 9 ans. Sincèrement, je pense qu'il vaut mieux, quand on réalise une opération comme cela, quand on fait des investissements, aller sur une période assez longue qui nous évite de retraiter tous les 3 ans la question de la présence postale. Voilà ce que je voulais vous dire en complément de ce qui est écrit dans la délibération et par laquelle donc, je vous invite à prendre acte des conclusions du comité consultatif sur l'avenir du service postal, de mandater M. le maire afin de négocier avec le groupe La Poste des conditions de réalisation d'un relais poste commerçant à la Houze et d'une agence postale communale au Bourg, pouvant devenir à terme une agence postale communale avec plus de services postaux et autres. Et de charger M. le maire de mobiliser les moyens du groupe La Poste nécessaires à la concrétisation de ce projet. Et d'engager donc les négociations. Je sais que La Poste attend demain notre décision, nos échanges de ce soir, pour que nous puissions nous rencontrer, dire notre intérêt, notre souhait, et le traduire dans une convention que vous aurez nécessairement à connaître et à valider en conseil municipal, vraisemblablement au mois de décembre, si on le peut. Voilà le cadre général. J'étais un petit peu long, je vous prie de m'excuser, mais c'est un enjeu important, c'est un enjeu de service public, c'est un enjeu de proximité. Il y a des personnes aujourd'hui qui fréquentent ce lieu qui sont de 40, il y a 40 clients par jour à peu près qui fréquentent la Poste telle qu'elle est. On sait qu'on a des personnes aînées, on va dire, qui ont besoin de services, ont besoin d'aller retirer de l'argent. On sait qu'on a besoin du distributeur automatique de billets encore quelques années. Je pense qu'après, les usages feront qu'on aura à traiter cela de façon différente. Nous en sommes là. On peut exprimer des regrets, on peut exprimer un mécontentement. Il y a une réalité qui s'impose à toute collectivité, qui s'impose à la Poste aussi, à ces évolutions-là, qui font qu'aujourd'hui, le risque serait d'avoir une présence postale très réduite et limitée à 12 heures sous la forme d'un relais postal, peut-être mieux. Ce qu'on propose là et qu'on engage dans la négociation, c'est un relais postal, une agence postale
et une perspective de maintenir le DAB, c'est acquis, mais d'aller plus loin avec des services plus. Voilà, j'ai dit. Est-ce qu'il y a des réactions, des commentaires? On a déjà eu l'occasion d'en discuter. Je dirais que c'est une initiative qui vient de loin, et c'est vrai que c'est un peu récurrent dans nos échanges. Il n'y a pas d'observation? S'il n'y a pas d'observation, c'est bien. C'est bien, surtout si on le traduit dans le vote et que ce vote nous donne la force de négocier sur la base qu'on peut accepter ce soir. On t'entend pas là. Et là, ça va mieux? Oui. Là, c'est mieux? Je vais simplement m'associer aux remerciements pour le comité consultatif et toutes les personnes qui ont participé, en particulier Nathalie qui a restitué le travail porté par ce comité consultatif, d'autant qu'elle a eu à faire face à des remarques un petit peu contraires de la part du premier adjoint la dernière fois, et c'était pas forcément très facile. Donc je la remercie d'autant plus. Et puis le projet, je pense que c'est un beau projet qu'on est en train de porter. Je vous remercie. Merci à Nathalie, merci au service aussi, la Grise qui a rédigé la délibération et qui suit ces travaux, ces négociations. Bon, je propose de passer au vote donc sur cette base-là. Est-ce qu'il y a des avis contraires, des abstentions? Merci pour votre engagement, pour la force que vous donnez à cette délibération qui nous donnait la capacité à négocier dans de bonnes conditions. Merci. On suit l'ordre du jour. Sur le budget, c'est la décision modificative, c'est Laurent. Oui. Donc, une décision modificative budgétaire, je vous avais expliqué que c'était une possibilité qui nous était offerte lorsqu'on avait voté les budgets, qu'il fallait repartir sur des ajustements budgétaires. Donc c'est le cas aujourd'hui. Pour l'essentiel, ce sont des manipulations d'ordre, des éléments qu'apprécient particulièrement nos services comptables, mais qui ne sont pas tous faciles à saisir et à bien comprendre, mais c'est nécessaire de les porter à connaissance et de les adopter. Sur la partie fonctionnement, on m'entend, Swan, là, oui, ça va? Ouais, très bien. Sur la partie fonctionnement, vous avez un montant de 6 000 € qui apparaît, qui correspond à des rattrapages de retraite élus en particulier, hein, avec le changement de mandat. Il y a quelques élus qui ont voulu récupérer des possibilités de cotisation retraite. Donc on a un montant qu'on a dû ajuster. Des annulations de titres antérieurs, des remboursements de salles par exemple, à hauteur de 5 000 € sur la partie fonctionnement aussi, un petit peu plus loin. Et puis après, vous avez des provisions sur créances qui feront l'objet de la délibération suivante aussi, les provisions pour créances douteuses, contentieux et litiges. Ce sont des éléments qu'il est nécessaire d'ajuster. On avait porté 111 000 € sur le budget et les services fiscaux demandent à ce que ce soit ajusté au réel, ce qui fait qu'il y a quelques manipulations de montants dans ce cadre-là. En termes de recettes, c'est un montant qui est porté là pour équilibre. Et ensuite, vous avez au niveau des investissements des montants qu'on a essentiellement ajustés pour pouvoir passer sur les ouvertures de crédit qu'on vous proposera lors du prochain conseil municipal. Parce que les ouvertures de crédit, on ne peut les porter qu'à hauteur de 25% maxi des éléments budgétaires de l'année passée. Et des éléments budgétaires. Et pour ce faire, il a fallu réajuster parce qu'il y a des montants qui montent en termes d'études en particulier ou d'achat de terrain. Voilà pour cette décision modificative. Si vous avez des questions, j'y répondrai volontiers. Il faut que je vous fasse voter le document que vous aviez en pièce jointe, mais qui a été erroné. Ce n'est pas la dernière version. Je vous l'ai remis sur table tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des questions auparavant?
Aucune. Donc je vais vous faire voter ligne à ligne. S'il vous plaît, on va adopter un vote pour la première et je vous proposerai même vote pour les suivantes. Concernant la section de fonctionnement en charge de gestion courante, 6 000 €, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour, merci. Au 66, concernant les intérêts de la dette, 500 €, même vote. Au 67, charges exceptionnelles, 5 000 €, même vote. Au 68, provision, moins 57 609 €, même vote. Au 23, virement à la section d'investissement, 73 500 €, même vote, pour un total de 27 391 €. En recette, au 77, recette exceptionnelle, 26 391 €. Au 042, opération d'ordre entre sections, 1 000 €, pour le même total que pour les dépenses, même vote. En section d'investissement, au 20, immobilisation incorporelle, 172 500 €, même vote. Au 21, immobilisation corporelle, moins 450 000 €, même vote. Au 23, immobilisation en cours, 350 000 €. Au 40, subvention d'équipement versée, 1 000 €. Au 41, immobilisation incorporelle, 240 000 €, pour un total de 313 500 €. Et pour les recettes, opération patrimoniale au 41, 240 000. Au 21, virement de la section de fonctionnement, 73 500, pour le même total qu'en dépenses. Même vote. Merci. Toujours pas de remarques. Donc, le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide vient d'adopter chapitre après chapitre la décision modificative numéro 1, en section de fonctionnement pour 27 391 € et en section d'investissement à 313 500 €. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. J'en profite pour remercier Mme Taribo, qui est présente au conseil municipal, pour les travaux qu'ils réalisent dans leur service tout au long de l'année. La délibération suivante me concerne aussi, c'est les... Voilà. Provision pour risque, voilà. Pour risque et charges sur créances douteuses, provision pour litige et contentieux. Donc on va retrouver les montants qu'on a portés sur la décision modificative. Mais là, il s'agit simplement de le repréciser parce qu'il y avait une délibération qui avait été prise en début d'année, qu'il faut ajuster, comme je vous l'ai expliqué précédemment, avec les montants exacts. Et donc sur les comptes 68-15 et 68-17, qui concernent tous les litiges lorsqu'on a des éléments du type d'urbanisme, quelquefois avec des contentieux qui peuvent porter à paiement de la part de la commune. Il faut les porter dans ces comptes-là, ou des éléments qu'on ne va pas recouvrer. Donc il faut qu'on ait des provisions. C'est l'objet de cette délibération. Donc pour deux montants, provision pour créances douteuses à hauteur de 10 535 € et provision pour litige et contentieux à hauteur de 42 856 €. Est-ce qu'il y a des questions? Ah, très bien. Oh, toi, t'es bien mignonne, toi. Alors, 47. Il y a Delphine qui va m'aider, là. Je repose la question, excuse-moi. Le 42 plus 10 000, ça fait pas? Oui. Alors, parce qu'il y avait... Ça remonte aux 111 000 qu'on avait porté au budget, Delphine, c'est ça? Voilà. Voilà.
Oui, c'est ça. Donc 111 moins 68 plus 10, ça fait les 42 plus 10. Voilà. Merci Delphine. Et merci Nathalie pour la question. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci monsieur le maire. Alors, la délibération suivante concerne l'acquisition d'une parcelle de 8 mètres carrés. C'est pas immense, mais cela correspond à un emplacement réservé qui a sur l'avenue de Baricot. Donc, ce sont des personnes qui ont donc signé une promesse de cession anticipée de cet espace, puisque l'emplacement réservé était placé au niveau du PLU pour traiter l'aménagement paysager de l'entrée de ville. Donc, le principe étant d'aménager, de végétaliser une partie de cet espace et d'y glisser une piste cyclable. Donc là, cette délibération est la suivante, donc concerne cet emplacement réservé. Donc il s'agit de la parcelle AX 135 qui appartient à monsieur et madame Stéphane Paguet, qui ont donc signé cette cession avec possession anticipée le 20 novembre. Et puis voilà, je ne sais pas trop ce que je peux vous dire d'autre. Est-ce que vous avez des questions sur cette délibération? Donc, oui, c'est sûr, à titre gratuit, oui, c'est plus qu'intéressant. Le but étant quand même d'avoir à terme l'ensemble des parcelles concernées pour pouvoir vraiment réaliser les travaux d'ailleurs. Donc on peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Alors la délibération suivante, c'est le même objet pour la famille d'Assonville. On avait déjà pris une délibération pour cette parcelle, puisque auparavant elle appartenait à monsieur Duporge et madame Belcamino, qui ont vendu depuis donc à monsieur et madame d'Assonville. Et donc ces personnes ont signé une cession pour possession anticipée au mois d'avril. Et donc la parcelle, c'est la X137, elle fait 98 mètres carrés, c'est quand même un peu plus grand. Et donc c'est pour le même objet. Et c'est aussi donc à titre gratuit. Est-ce que vous avez des questions sur cette délibération? Donc on peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Florence. Oui, bonsoir à tous. Alors là, il s'agit de voter une mesure de soutien aux compagnies artistiques. Parce que bon, vous savez bien que, vu les circonstances, des spectacles ont été annulés. Tandem Théâtre, qui devait se dérouler là, a été annulé aussi. Et du coup, pour soutenir les artistes qui ne peuvent pas s'exprimer actuellement, on vous propose de les rétribuer lorsqu'ils ne peuvent pas revenir, ils ne peuvent pas présenter leur spectacle qui est reporté pour l'année 2021, 2021, les deux. On vous propose de les aider à hauteur de 25% du prix de la cession. Voilà, donc c'est une petite participation qui pourrait s'élever quand même si on ne pouvait pas reprendre, peut-être à 10 000 euros à peu près, mais pour l'année 2021. Or, vu les circonstances là, on nous l'a dit, on peut être optimiste. On pense que quand même, au moins Méli-Mélo, par exemple, va pouvoir se tenir fin janvier, début février, en espérant. Et puis, déjà là, il y a des petits spectacles qui vont être aussi dans les écoles bientôt, là, le 8 décembre. Donc, les écoles maternelles vont pouvoir accueillir des petites compagnies, là, c'est déjà pas mal. Et puis, peut-être aussi un spectacle du coup au mois de décembre à Simone-Signoret, avec bien sûr les mesures barrières et tout ce qu'il faut pour pouvoir accueillir les gens sans problème, en espérant que les spectateurs soient aussi au rendez-vous. Voilà. Donc cette mesure, c'est vraiment une mesure de soutien que je vous demande de bien vouloir voter, et puis en espérant aussi que cette mesure n'aura pas besoin non plus d'être
d'être mis vraiment effectivement sur le budget. Voilà. Et puis qu'on ait des recettes aussi par rapport à ça pour que nos artistes puissent s'exprimer et puis que les spectateurs aussi puissent aller les applaudir. Voilà. Donc je vous demande, je ne sais pas s'il y a des questions. Oui. Mhm. Mhm. Ben, je te remercie de le dire parce que c'est vrai qu'elle se démène à toujours l'équipe, toute l'équipe là-bas se démène pour pouvoir aussi s'organiser elles ont des idées, toujours plein d'idées et c'est formidable, c'est vrai. Merci en tout cas de le dire. Voilà, donc on peut passer au vote si vous voulez bien. Alors, après avoir délibéré, le conseil municipal décide d'indemniser les compagnies dont le spectacle de la saison culturelle 2020-21 est annulé du fait de la crise de la Covid-19 et n'est pas reporté dans la même saison à hauteur de 25% du coût de la session TTC prévue au contrat. Et de préciser que ne seront pas concernées les représentations ayant lieu sur la communauté de communes de Montesquieu dans le cadre du festival Méli-Mélo par exemple, et ces dernières faisant l'objet de refacturation aux communes et à la CCM. Voilà. Donc, qui est contre, qui s'abstient et qui, voilà. Merci beaucoup pour eux, pour les artistes. Merci. Bon, la première délibération qui concerne la commission enfance, c'est le contrat enfance-jeunesse. Notre CEJ est arrivé à expiration l'année dernière. On avait obtenu le prolongement d'1 an. Et la CAF, maintenant, n'est plus sur des contrats enfance-jeunesse, mais sur des conventions territoriales globales qui sont à réfléchir à l'échelle de la communauté des communes. La Covid a empêché l'organisation de l'analyse des besoins sociaux, de réfléchir également avec la CAF. Et en même temps, comme il faut penser les nouvelles conventions avec la CAF à l'échelle de la communauté des communes, on va se caler avec l'autorisation de la CAF, sur la date de fin du contrat enfance-jeunesse de Saint-Jean-d'Illac, qui est un petit peu plus tardif que nous, c'est-à-dire 2022, et il nous est proposé de voter ce que l'on appelle un CEJ pivot, c'est-à-dire en gros un contrat d'attente avant que les 3 communes arrivent à pouvoir négocier à l'échelle de la communauté de communes Chalobourde. Voilà en gros l'esprit de cette délibération, qui est soumise à votre approbation. Est-ce qu'il y a des questions particulières? On peut passer au vote. Y a-t-il des abstentions, des votes contre? Bien, je vous remercie. La délibération suivante est traditionnelle à ce moment de l'année. Elle correspond au tarif de la restauration scolaire, notamment. Donc, je vais faire un petit point sur l'utilisation des crédits qui a été voté pour les achats, et notamment par rapport aux dépenses liées au bio. On s'était fixé l'année dernière, pour mémoire, un objectif un petit peu plus ambitieux que celui du résultat actuel, mais nous avons eu, en période de confinement, très peu de repas. Le déconfinement a fait, par la période mai, juin, juillet, a fait un problème de ravitaillement en produits avec les marchés qui n'étaient pas approvisionnés autant qu'on aurait voulu. Et donc, de ce fait, actuellement, on arrive en valeur à 15,5% de bio. Donc, on aurait aimé arriver au 20%. On s'était mis dans l'idée de le faire parce qu'on a des résultats sur certains mois qui sont très bons. Mais les approvisionnements ont un petit peu ont été gênés. Par contre, on a alors la valeur du bio, quand même, on a pour à peu près 17 000 euros d'achat et on a 27 000 euros de produits qui sont considérés comme durables et locaux. Donc, c'est-à-dire, malgré tout, on a un engagement, une dynamique qui est tout à fait positive
et c'est un point que je souhaitais souligner. La commission s'est penchée sur les tarifs de la restauration il y a une dizaine de jours et elle vous propose une petite augmentation du prix des repas qui sont selon les catégories de familles ou de hors communes ou de personnel communal et d'enseignants entre 4 centimes et 9 centimes. 9 centimes, c'est pour les enseignants. 4 et 5 centimes, c'est pour les repas des enfants, selon les catégories d'enfants canéjanais. Et nous souhaitons affecter ce surplus, cette petite augmentation, à l'achat de produits bio, parce que nous souhaiterions atteindre nos objectifs fixés par la loi Egalim, avant la loi qui fixe donc 2022. Donc concrètement, le repas pour une famille ayant plus de 2 enfants passe de 2,30 € à 2,34 €. Pour 1 ou 2 enfants de 2,54 à 2,59 € le repas. Pour les familles hors commune, il y a une augmentation qui est de l'ordre de 6 centimes. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, l'augmentation la plus importante, c'est pour les enseignants. Mais c'est simplement de 9 centimes le repas, qui est de plus en plus bio, et c'est une bonne chose. Y a-t-il des questions ? Je garde en tête l'idée qui avait été émise pour une visite aux membres du conseil municipal qui le souhaitaient de la restauration scolaire, mais la cuisine ne permet pas de maintenir les distances dans un groupe. Donc c'est une idée qui est à fouiller, notamment pour faire visiter aux nouveaux élus. Il y a des visites qui sont organisées de temps en temps pour les parents d'élèves, mais on essaiera de le faire dès que les conditions d'accueil dans la salle de fabrication des repas sera possible. Donc, pour revenir à la délibération, on peut passer au vote, je pense. Y a-t-il des abstentions, des votes contre ? Merci bien. La délibération suivante concerne l'accueil de loisirs, le périscolaire. En gros, c'est l'accueil du matin et du soir. On a essayé de tenir compte de beaucoup de facteurs et ça nous a amené à augmenter le plus faiblement possible les accueils périscolaires, c'est-à-dire que comme le paiement de la prestation des familles correspond à un plafond et à un seuil, mathématiquement en augmentant d'1 centime le seuil pour une famille de 1 enfant, il y a un impact de 4 centimes pour les familles qui ont le plus haut revenu, c'est-à-dire au-delà de 4 000 € mensuels. Et entre les deux, donc, il y a un ajustement qui se fait au centime près selon les revenus de chacun. La délibération était traditionnellement présentée chaque année et avec l'idée fort judicieuse de notre DGS, il a été dit que les tarifs resteraient en vigueur tant qu'une nouvelle délibération ne rapportera pas celle-là. Donc si on n'augmente pas les tarifs, il y a juste la variation des revenus des familles qui sera prise en compte. Voilà l'idée. Si vous êtes d'accord, on peut passer au vote. Y a-t-il des abstentions, des votes contre ? Donc adopté à l'unanimité. Et les prestations pour l'accueil de loisirs, en gros le mercredi ou les vacances scolaires, a obéi exactement à la même règle de calcul. Vous avez peut-être, par rapport aux années précédentes, une lisibilité plus forte sur les prestations payées par les familles, selon les différentes tranches, communes ou hors communes, en mettant le tarif. Il faut savoir que pour le tarif le plus faible pour un enfant, la journée de garderie est à 2,40 €. Donc je pense qu'on a une politique tarifaire extrêmement modérée sur la commune pour tout ce qui est en direction des familles de tous âges. S'il n'y a pas de questions aussi, je vous propose un vote par abstention personne, vote contre personne, à l'unanimité donc. Merci beaucoup. Je reprends la main.
sur la fourrière automobile, la facturation aux propriétaires identifiés. En 2017, en février, on avait statué sur le choix définitif d'un délégataire pour cette activité de fourrière automobile, qui est très peu sollicitée sur la commune. Je ne voyais pas d'inquiétude particulière derrière tout ça. Il doit y avoir moins de 10 situations. Mais le sens de la délibération, c'est de pouvoir répercuter le coût auprès des propriétaires dès qu'ils sont identifiés, ce qui n'est pas toujours aisé non plus. Donc, je vous invite à approuver ce principe de facturation. Est-ce que vous avez des questions? Non? Pas d'avis contraire, d'abstention? Je vous remercie. Une autre délibération, qui je crois sera la dernière, c'est la modification du tableau des effectifs. Sur proposition de notre directrice, il est proposé sur la filière technique et l'évolution en grade de l'ingénieur principal, celle d'un technicien principal de 2e classe et d'un agent de maîtrise. Alors, comme ils sont tous au service technique, il faudra qu'on fasse un regroupement, apéritif, quelque chose. Oui, à distance, non. À un moment donné, il va falloir le faire vraiment. Donc, je vous invite à suivre ces propositions-là et à féliciter les personnes qui vont bénéficier de cette évolution de grade qui est méritée. Donc, le tableau rappelle que nous avons 105 effectifs budgétés et 97 qui sont pourvus. On verra au prochain comité technique s'il y a lieu de supprimer des postes ou pas. Est-ce que vous avez des questions? Non? Bien, je vous remercie. Si on fait le même vote, cette délibération conclut l'ordre du jour du Conseil. Il me reste à vous donner les décisions prises dans le cadre de la délégation que vous m'avez donnée. La décision numéro 46 du 23 octobre pour la signature d'un contrat de service du logiciel GESSIM de la société GESLAN. Le coût annuel des prestations est de 368 € hors taxe, un prix révisable annuellement selon la formule prévue au contrat. La décision numéro 47 du 3 novembre, la conclusion d'un avenant numéro 2, afin d'augmenter le seuil financier maximum annuel du lot numéro 1, marché de fourniture de produits d'entretien, en le portant à 4 500 € hors taxe. La décision numéro 48, c'est un autre avenant afin d'augmenter le seuil financier maximal annuel du lot numéro 3 pour la fourniture d'entretien, en le portant à 7 500 €. Décision numéro 49 du 6 novembre pour la conclusion d'un avenant numéro 3 au marché indiqué relatif aux travaux de la maison de la petite enfance. Peut-être que là, Florence peut nous dire un mot. Tu as participé à l'Assemblée générale, comme d'autres que nous. Bon, ils sont prêts à la maison. Ils sont prêts, la Momerie, à prendre... Oui, non, ça va pas. Alors, comme j'ai assisté aussi, je veux dire, ils sont prêts. On a été... Vous m'entendez? Non. Non. Allô? Oui, c'est bon. Ah, quand même. Bon, ben, j'ai eu un petit peu de problème aussi avec leur Teams, parce qu'on était quand même 60 à l'Assemblée générale de l'association La Momerie, lundi soir, du coup, avec vraiment quelque chose de positif, je trouve, sur leur investissement, que ce soit au niveau du personnel, au niveau des gens du CA qui étaient là et qui avaient visité donc, les locaux, et qui se voyaient déjà dedans. Ils avaient hâte d'y aller et ils étaient satisfaits de cela. Et voilà, bon, c'était déjà beaucoup. La présidente a parlé aussi. Ils avaient aussi en amont beaucoup travaillé sur des visuels au niveau des 3 crèches en plus pour les parents. Et cette AG était bien menée quand même malgré les conditions, quoi. Mais du coup, le commissaire aux comptes aussi était là et a pu dire quand même que les comptes, malgré tout, étaient sains. Voilà, et c'était quand même, c'est important qu'il puisse dire ça aussi. Voilà, et puis à la fin, donc, il y a eu aussi le vote donc, des parents pour prendre un petit peu, pour relayer l'équipe. Donc il fallait 8 personnes. Et il y en a eu plus que ça, plus que 8 parents qui voulaient s'investir.
Donc là, je ne sais pas où ils en sont exactement parce qu'il va y avoir donc une autre assemblée, enfin un autre conseil d'administration pour justement voter le bureau et puis le conseil d'administration. Peut-être des parents qui vont se désister ou sinon ils vont changer leur statut pour en accueillir plus de 17. Donc c'est quand même assez intéressant avec des gens qui veulent s'engager vraiment, quoi. Donc ça c'est vraiment positif aussi. Donc une AG qui s'est quand même tenue malgré les conditions pas faciles, ben voilà, quand même à 60, c'était pas mal. Voilà. Merci Florence pour ce compte rendu. Donc il y avait un avenant qui portait le montant des prestations en plus-value à 1057,87 € et le marché donc à 115 544 €. Alors la décision numéro 50 qui est celle du 13 novembre 2020 et pour laquelle elle est signée avec la Banque Postale, un contrat d'emprunt de 800 000 €. La Banque Postale qui avait fait la meilleure proposition sur 15 ans, qui sert à financer la maison de la petite enfance en complément des subventions que Laurent évoquait tout à l'heure, un taux annuel, d'intérêt annuel de 0,52% et une périodicité trimestrielle des échanges d'amortissement et d'intérêt. Donc particulièrement intéressant, la décision numéro 51 du 16 novembre, la signature d'un contrat de service des logiciels siècle à venir, la société Logitude. Le coût annuel est de 1 261 € hors taxes et révisable bien sûr. Décision numéro 52 du 16 novembre, un avenant numéro 1 au marché indiqué pour la construction de la petite enfance sur le lot voirie et réseau, une prestation en plus-value de 746,90 € qui porte le marché à 144 356 € TTC. La décision numéro 53 du 17 novembre, l'achat d'un véhicule utilitaire Ampli-Roll Isuzu M21, je ne sais pas si ça roule ça même, simple cabine à la société Harpoulet Utilitaire pour un montant de 49 397,76 €. Et l'option relative à l'acquisition d'un caisson de manifestation est retenue pour un montant de 9 720 € TTC. Ça sert à préparer les manifestations concentrées sur ce véhicule. Donc 59 116 € pour le global de cette acquisition. Et décision numéro 54, la signature d'un contrat de fourniture de consommables avec la société R2S, donc une société de bureautique, photocopieur et autres. Je peux vous dire que le photocopieur est très performant. Je le dis en regardant Antoine qui intervient de temps en temps à ma demande. Il a beaucoup de fonctions, à mon avis trop, mais bon, nous apprenons à nous connaître avec le copieur. Voilà, pour une durée ferme de 5 ans à compter de sa date de signature. Voilà, ces décisions dites. On s'en tient là, dans cette ambiance fraîche. On fera un petit peu mieux la prochaine fois, je ne sais pas comment. On se retrouvera normalement le 17 décembre. Merci à toutes et à tous et bonne soirée.